Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Ford en France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier live de l'intersaison, si je me trompe pas. Bah oui, parce qu'on a fait le bilan la semaine dernière. Je suis avec Constant pour cette fois faire le bilan individuel après avoir fait celui collectif. Comment ça va, Constant? Mal, ça va très mal, puisque je me retrouve à regarder des playoffs avec Boston, San Francisco, Los Angeles, Miami, Philadelphie. Voilà, je suis le premier supporter de circonstance de Nikola Jokic. Tous mes espoirs à présent reposent sur Denver, donc ça va très très mal. Je regarde des playoffs entre gros marchés, c'est très Ouais. désagréable. En En espérant en que... tant qu'hipster, fan des petits marchés, ça te fait mal Non, quand mais même. on est fan du Thunder, on va pas faire comme si on était fan des gros marchés. Il y a un moment où il faut rester logique avec l'équipe que l'on soutient. Mais non, ça va très bien. Très heureux de vous retrouver en ce 1er mai, en cette fête des travailleurs et des travailleuses. Voilà, c'est la partie 2 de ce bilan de la saison qui, voilà, c'est peut-être finalement, quand on cumule les deux podcasts, ce sera notre bilan de la saison le plus long des Mm. 3 dernières années. Donc on est là pour noter, puisqu'on avait noté à la fin du premier trimestre à peu près les joueurs. Et là, on donne une note sur l'année globale. Bon, ça méritait bien 2 épisodes, parce que vu la longueur déjà du premier, et peut-être vu là, ça méritait bien 2 épisodes. Et oui, effectivement, on va revenir sur chacun des joueurs du roster qui sont encore là et qui ont quand même un minimum joué. Alors il y a certains, on en a parlé juste avant, est-ce qu'on les incluait dedans ou pas, mais on a inclus la majorité des joueurs. On va les noter individuellement sur 20. Un par un, donc n'hésitez pas à donner vous aussi vos notes dans le chat. Sachant que comme la dernière fois, on a appris les joueurs par ordre, comme Basketball Reference, par ordre de minutes jouées ou matchs joués, je sais plus comment Minute par exactement. match. Ouais, Normalement. minutes par match, voilà, exactement. Donc on va commencer bien sûr par les plus gros joueurs, et on va petit à petit descendre vers les joueurs qui ont un peu moins marqué cette saison, on en a un petit peu moins vu. Donc on va sûrement parler un peu plus au début qu'à la fin sur certains joueurs, mais encore que, il y aura des Encore débats que. sur certains, ouais, parce qu'il y en a dont on parle beaucoup. Bon, on nous l'a déjà dit dans le chat, mais on va en commencer tout de suite. Et le premier joueur, bien évidemment, en minutes par match pour OKC, c'est Shea. Bon, Constant, on va aller très vite. Combien t'as mis à Shea sur cette saison? Ça va aller très haut, je pense. J'ai mis 18 sur 20. C'est ma note la plus élevée de tout le classement. C'est même la note la plus élevée depuis qu'on fait des notations individuelles. Moi, j'ai mis 19. Moi aussi, j'ai battu mon record. Je crois que j'avais déjà mis un 18 une fois. Oui, oui, sachant que Euh, j'ai pris les notes du précédent podcast notation qu'on avait fait, qui était au bout de 20 matchs. Pierre avait mis 18, moi j'avais mis 16 à ouais. Shea. Donc on a encore augmenté quand même. Et pourtant, il avait très bien commencé la saison. C'est juste pour résumer très rapidement avant de te laisser la parole. Bon, saison quasi parfaite, voire parfaite pour Shea. On avait beaucoup d'espoir pour lui, des potentiels All-Star, etc. Il a complètement explosé nos attentes. All-Star, probablement All-NBA First Team. On pourrait avoir ce débat-là, mais c'est quoi, top 5 guard, top 3 peut-être même, certains diraient, hein, on est Bon, très top haut. 3 guard, ouais. Ça dépend comment tu considères la défense, selon les critères que tu as, les 3 Ouais, points, ça dépend comment etc. tu considères les performances en post-season Aussi, aussi. exactement, c'est ce que j'allais te dire. Parce qu'il y en a un hier qui s'est affirmé un peu top 1 large, là, après une Ah, performance sur le. largement, ouais. Mais voilà, on pourrait avoir ces débats-là. Moi, je lui mets pas 20 pour 2 raisons. Enfin, je lui enlève un demi-point pour 2 raisons. La première, c'est qu'il met pas 50 points sur un match cette saison, et il m'empêche d'avoir ma bold prediction validée pour ça, et même il aurait mérité d'avoir un match à 50 points. Et ensuite, je lui enlève un demi-point, et je crois qu'on nous le dit dans le chat qu'on lui enlève un point pour ça. Je lui enlève un point pour le match de play-in, notamment le deuxième, où il est un peu passé à côté, et il aurait pu être bien meilleur. On est dur avec lui, mais vu le niveau du joueur, il faut être dur avec lui. Donc voilà, pourquoi je lui ai pas mis 20, mais voilà, on en est là quoi avec Shea. Oui, alors peut-être préciser sur quels critères on se base C'est pour vrai. donner nos notations. Ce n'est pas des notes sur quel est le meilleur joueur de la saison. C'est-à-dire que vous allez peut-être voir des joueurs qui ont été meilleurs que d'autres, mais qui vont Ouais. avoir une note On, inférieure. on note On pas note Shea sur... comme Dieng, quoi. C'est pas. Voilà, tout à fait, tout à fait. On note sur les attentes qu'on pouvait avoir Exactement. avant le début de la saison et sur est-ce que oui ou non nos attentes se sont Mais je pense concrétisées. que les gens auront compris. De toute façon, de ce que je vois, les gens ont bien compris, je pense On ça. ne sait jamais Hmm. s'il y a des petits nouveaux. Bizarrement, nos audiences ont augmenté depuis que le Thunder est une meilleure équipe. C'est étrange, mais non, mais vous avez raison. Mais voilà, j'ai mis 18 sur 20. Pourquoi j'ai mis 18? Enfin, pourquoi je ne l'ai pas mis 20?
parce que la perfection n'existe pas, ou alors il aurait été MVP des finales. Dans ce cas-là, oui, on aurait pu mettre 20 sur 20. Ou alors s'il avait été MVP de saison régulière, peut-être j'aurais pu mettre 20 sur 20, mais j'ai enlevé un point et j'ai enlevé un deuxième point parce que dans le clutch, cette saison, il a quand même envoyé beaucoup de performances assez décevantes. Donc j'ai retiré un point, puisqu'on est très élevé, on a des très grosses attentes vis-à-vis de chez Gilgeous Alexander. Et bon, 18 sur 20, ça reste une excellente note. Il a explosé toutes les attentes. Il est passé de joueur, allez, top 30, top 30, 35 20, NBA ouais. à top 15. Il est, je ne dis pas que c'est lui, mais il est dans la discussion du meilleur poste 2, du meilleur small guard de NBA, qui est une tendance qui revient ces derniers temps avec notamment Devin Booker, avec Shai Gilgeous-Alexander, du vrai poste 2 à l'ancienne. Donc voilà, il est dans la discussion, il fait une très grosse saison. Leadership exceptionnel, défense, attitude, voilà. Tout a été très très bon du côté de Shai Gilgeous-Alexander, rien à redire. Donc voilà, on verra ce qu'il va faire l'été prochain ou la saison prochaine. On va avoir de grosses attentes sur lui. On verra s'il va les confirmer. Je ne suis pas convaincu qu'il nous fasse une saison à 31 points de moyenne l'an prochain. Mais voilà, saison exceptionnelle de la part de Shai Gilgeous-Alexander. 18 sur 20, rien à redire. Voilà, très bien, très bien. Voilà, très bien. Félicitations du conseil de classe. Ouais, grande félicitations, et merci beaucoup Yoka pour le Prime et Quentin pour l'abonnement. Putain, mais non, si on doit faire ça, c'est incroyable, je me sens... Alors, merci beaucoup les gars, merci beaucoup les gars. Non, moi j'avais noté deux petits trucs aussi pour Shai. Est-ce que tu sais le bilan qu'on a quand il ne joue pas cette année? Ça fait 14 matchs. Ça a été tweeté ça a été mis dans le chat qu'on a un moins bon bilan, un meilleur bilan quand Shai joue pas. On est à 7-7. J'allais dire 8-6. On est à 7-7, on est pile à l'équilibre. Il a quand même loupé du coup 14 matchs, mais ce qui est assez peu pour lui vu les précédents exercices. Alors avec l'année de Chris Paul, il loupe pas beaucoup de matchs, je crois, de tête. Il en loupe un. Mais vu les 2 dernières saisons, c'est quand même positif qu'il loupe seulement 14 matchs. Il a eu quelques blessures qui auraient pu l'handicaper un peu plus, notamment en fin de saison. Mais voilà. Bon, après, maintenant, il y a la question à 1000 points pour Shai. Est-ce que tu le vois maintenant comme une option 1? Jusqu'où il peut aller maintenant? C'est The question. Hein. On en parle tout le temps. Hein. On a teasé ça, je sais plus dans quel épisode d'ailleurs. Ouais, dans le dernier. Voilà. Juste là, on n'a pas passé beaucoup de temps sur Shai. Juste sur ça. Comment tu le vois maintenant? Est-ce que pour toi c'est encore un 1B? Est-ce que c'est un 1A? Est-ce que ça peut être une superstar? Pas, voilà. Jusqu'où il peut nous amener? Non, pour moi c'est un débat, ça mériterait un débat plus large. Pour moi, ça reste toujours un 1B parce que déjà je l'ai pas vu en post-season. Donc et c'était une réflexion que j'avais déjà fait l'été dernier, c'est tant que je n'ai pas vu une série de playoffs de Shai Gilgeous-Alexander, je peux pas me dire que c'est ta première option. Quand je vois les playoffs de certains absolument monstrueux, je ne parle pas que d'un numéro 30 du côté de San Francisco, je parle d'autres joueurs qui ont été assez monstrueux. Je me dis qu'il y a quand même une marge entre ces joueurs-là et Shai Gilgeous-Alexander. Alors peut-être que Shai sera capable de se transfigurer sur une série playoff, mais pour l'instant on ne l'a pas vu. Et j'ai encore des réserves sur le jump shot parce qu'on l'a vu, et notamment regardez ce qu'a fait le Heat défensivement sur Giannis. Et même hier soir sur Jalen Brunson, c'est incroyable, c'est que ce soit Giannis ou Jalen Brunson, les deux ont été défendus de la même manière. Tant que Shai n'aura pas le jump shot, alors je dis pas à 3 points, hein, mais tant qu'il n'aura pas au moins le jump shot à mi-distance avec un échantillon plus élevé que ce qu'il fait actuellement, pour moi il sera trop limité, il sera trop prévisible défensivement. Donc ça reste à un B, parce que déjà je n'ai pas... Et ça va le pénaliser notamment dans le DH20 parce qu'on ne l'a pas vu encore en post-season. Pour moi ça reste à un B, ou en tout cas... C'est pas une première option pour moi d'un joueur qui peut, il va pas être première option d'une équipe qui va très très loin, mais en tout cas il ne peut qu'augmenter et je demande confirmation l'an prochain. Ouais, il peut baisser aussi vu la saison qu'il a fait. Hein. Il peut baisser, bien sûr. Il peut baisser, on le souhaite pas, il est jeune, etc. Mais il peut baisser. On nous dit, Quentin, il nous dit pour moi, il est dans les discussions MVP, il va peut-être être top 5 MVP. Hein. Top 5, top 6. Ouais. Moi, je suis un peu plus haut qu'avant cette saison, parce que bien sûr, on l'avait pas vu produire autant. Je suis un peu plus haut, je place mon plafond pour Shai un peu plus haut. Tu vois, je me dis potentiellement un jour, ça pourrait être ce joueur qui te porte assez loin en playoff. Après, j'ai les mêmes réserves que toi. Moins sur le mid-range, parce que je considère qu'il en prend quand même et qu'il est capable de les prendre. Par contre, pour moi, c'est le 3 points. Et ça, j'en ai parlé toute la saison. Pour moi, il doit en prendre. Il doit en prendre même quand il surdomine, il doit écarter la défense en prenant des tirs à 3 points. Alors après, il faut faire attention à la sélection de tirs,
il faut voir lesquels il prend, etc. Mais pour moi, il doit en prendre parce que, tu l'as très bien dit, en playoff, ça aura son importance. Quand on voit comment il a été défendu par les Wolves et les Pélicans pendant le play-in, c'est important qu'il puisse écarter les défenses. Donc j'attends de voir jusqu'où il peut aller, s'il confirme la saison prochaine. Mais je suis un peu plus haut maintenant sur Shea. Et on nous dit sur toutes les équipes de l'Ouest, j'ai vu aucune série défendre des extérieurs comme à l'Est. Peut-être que ça changera, mais pour l'instant, pas trop d'accord. Ouais, mais ils s'adapteront, je pense aussi. Parce qu'il y a eu des extérieurs aussi comme... tu vois, tu peux pas défendre Curry comme tu défends Giannis et consorts. Comment Fox a été défendu? C'est différent les Warriors peut-être. Ah bah Fox a été pas très bien défendu. Et Fox a pris les 3 points en plus. Oui, bien sûr. Et puis De'Aaron Fox, c'était littéralement, vous regardez Ja Morant et vous regardez De'Aaron Fox, c'est les deux seuls joueurs que les Warriors n'ont pas réussi à arrêter défensivement depuis LeBron James. C'est les deux joueurs qui se sont blessés en playoff. De là à dire que du côté de San Francisco, il y a peut-être des rituels de magie noire pour attirer les blessures, je ne dis rien, mais non, mais en tout cas, et De'Aaron Fox a le 3 points en plus et le 3 points en pull-up. Après, vous regardez la manière dont a été défendu Devin Booker. Pour moi, le parallèle, c'est le niveau de Shea, ou en tout cas son classement, je le vois un peu au niveau d'un Devin Booker, c'est-à-dire fin de top 10, dans des registres un peu différents, mais fin de top 10, où tu as quand même besoin d'avoir un joueur qui est top 10 NBA aussi à côté de lui, qui peut être le meilleur joueur sur une série, mais qui va quand même avoir besoin dans des très très grands moments, d'avoir un autre joueur. Je pense que ce n'est pas un joueur qui peut t'emmener toute une franchise sur son dos et te l'emmener en finale NBA comme a pu le faire LeBron. Je pense que ça n'existe plus trop actuellement, tu n'as plus trop ce joueur, et en même temps c'est normal quand tu avais un joueur qui était top 2 ou top 1 all-time. Donc voilà, c'est plus dans ce registre-là que je vois Shea, joueur à son plein potentiel, hein, bien sûr, joueur top 10 NBA, capable de dominer sur une série, mais peut-être pas sur des playoffs entiers. Et sachant que t'es haut sur Booker, parce que pour le mettre border top 10, il y a des gens qui le mettraient pas aussi haut, donc c'est pas c'est un compliment plutôt. Enfin, ah oui, bon après, Booker, pour le sortir de son top 10 NBA, il faut quand même se lever, mais... Je pense qu'il y en a, Mais ouais, ok. Dis-nous sa stat sur Shea, je crois, et après on passera au deuxième joueur. Oui, puisque j'ai essayé, je me suis dit, bon, on va un peu diversifier les trucs. J'ai essayé de trouver une stat pour chaque joueur. Alors, il y en a où j'en ai pas trouvé, il y en a où j'ai un peu plus galéré, mais celle-là, dans toute l'histoire de la NBA, des joueurs à plus de 31 points, plus de 5 rebonds, plus de 4 rebonds, plus de 5 passes, plus d'un contre et plus d'une interception à 50% au tir, il n'y en a que 2 qui ont fait ça. Il y a Shai Gilgeous-Alexander cette année, et il y a Michael Jordan. Oui, Voilà. Et Michael Jordan l'a fait 2 fois, hein. Une saison à 35 points de moyenne, une saison à 31,5. Donc voilà, Shai Gilgeous-Alexander rejoint Michael Jordan dans ce club. Donc voilà, quand tu rejoins Michael Jordan, c'est que tu as fait globalement une grosse saison. Souvent, ouais, c'est que t'as pas blagué. Souvent, c'est que t'as pas trop blagué. C'est que ça a été correct, quoi. Ok, bon, passons au deuxième joueur. Bon, Shai très positif, bien entendu. Josh Giddey, maintenant, qui a la plus grosse moyenne de minutes par match pour OKC. Normal, j'ai envie de dire. Combien tu as mis à ce cher Josh? J'ai mis 15 à Josh Giddey. Et ben on a la même note. Pour une fois, on a la même note. On va souvent avoir la même note. Je vais te laisser commencer sur Josh, voir un petit peu ce que tu as à nous dire. Sachant que la dernière fois qu'on avait fait la notation, tu avais mis 8 à Josh Giddey. Non, tu avais mis 7 à Josh Giddey, j'avais mis 8. Voilà. C'était après 20 matchs pour recontextualiser, il était vraiment pas très bon. Ouais, et puis c'est à partir de ce moment-là où il a décidé de lancer sa saison, Josh Giddey. Donc voilà, Josh Giddey, j'ai mis 15 sur 20 parce que très honnêtement, en termes d'attente, il a quand même explosé pas mal d'attentes qu'il pouvait avoir. C'est pour moi assez incontestablement le deuxième meilleur joueur du Thunder. Alors je sais qu'il y a des fans d'autres joueurs qui vont dire non. C'est un autre joueur, mais pour moi c'est Josh Giddey le deuxième meilleur joueur du Thunder cette saison. Progression énorme, on l'attendait pas notamment au scoring, il a énormément progressé, on l'attendait pas aussi régulier et aussi quantitatif au scoring puisqu'il est à 16 points de moyenne sur la saison. Il a augmenté ses pourcentages de réussite, le tir à 3 points, même s'il est venu épisodiquement, il a quand même progressé puisqu'il est aux alentours des 32%, c'est un bon axe de progression pour cet été à pouvoir peut-être, espérons-le, continuer de progresser. À la création, il avait eu un moment où il était un peu moins bien. Ensuite, il est vraiment reparti dans des standards très élevés. Défensivement, c'était aléatoire, mais il y a quand même eu de la progression, notamment dans l'investissement et sur la fin de saison par rapport à l'an dernier.
Donc voilà, je trouve que Josh Giddey a dépassé les attentes. Alors il les a pas explosées, mais il a vraiment suivi une courbe linéaire, mais linéaire avec quand même un petit coup de boost, parce qu'on l'attendait pas en plus avec le retour de chez Gilgeous-Alexander, puisque ça on n'en a pas trop parlé dans le podcast bilan de la saison, mais les questions qu'on pouvait avoir sur la complémentarité ou en tout cas la compatibilité entre Shea et Josh Giddey, bah maintenant il n'y en a plus trop finalement, voire même plus du tout. Donc voilà, je trouve que j'ai mis 15 sur 20 à la saison de Josh Giddey parce que c'est une très bonne saison et parce que sa progression est vraiment très bonne et on est très impatient de voir ce qu'il va être capable de nous sortir l'an prochain et ce qu'il va être capable encore plus d'évoluer son niveau et d'augmenter son niveau. Bon, on a noté à peu près la même chose, donc ça c'est conforme à nos notes déjà. J'aimerais juste ajouter, bah, déjà pour ces pourcentages qui ont vraiment augmenté, mais au-delà de ça, tu vois, en termes de quantité, tu vois, en rebond, passe, etc., t'es au même niveau que l'année dernière, alors que l'année dernière, il avait très peu joué avec Shea au final. Shea n'avait pas l'ampleur qu'il a maintenant, alors que là, en jouant avec Shea, c'est lui qui a joué presque le plus de matchs de la saison, je crois, pour un joueur d'OKC. Il y a Lou Dort, je crois. Je crois que c'est lui, hein, parce que Dort a loupé quelques matchs. Hein. Je vais vérifier. Mais Giddey, on a loupé aussi. Tu vois, globalement, d'arriver à être quantitativement aussi haut avec plus de matchs, avec des meilleurs pourcentages, avec plus 4 points de moyenne sur ta moyenne de points. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. Maintenant, ce qui va lui manquer, peut-être, c'est de la régularité, on l'a dit déjà au tir, mais même dans les performances, j'ai envie de dire, au cours du match, ça c'est quelque chose que beaucoup ont soulevé, même quand on faisait les lives. Il y a des moments où il va se mettre à stater quand il y a un peu plus d'écart, il y a des moments où il va se réveiller qu'à la fin dans le clutch, où il a été très bon parfois cette année, mais il y a des moments où il est très discret pendant des longues minutes, et ça coûte vraiment à l'équipe, et notamment quand Shea est sur le banc, il doit clairement prendre le jeu à son compte, et des fois il l'a fait, des fois il l'a pas fait. Ça c'est un petit axe de progression pour lui, cette régularité dans la saison et pendant les matchs. Ensuite, et ça Presti lui a dit, l'a très bien dit en fin de saison dans son bilan, il faut qu'il aille au lancer franc, quoi. Il faut qu'il arrive à provoquer des fautes, parce que on l'a dit pas mal cette saison, il arrive de mieux en mieux à utiliser son corps, à tirer par-dessus les joueurs, à finir au cercle, ses pourcentages ont augmenté, c'est de plus en plus efficace. Par contre, maintenant, il faut réussir à obtenir les fautes qui vont avec, et du coup, tes pourcentages augmenteront encore plus, et ta moyenne de points potentiellement aussi, parce que tu auras des N1, tu auras des moments où on te siffle rien et tu perds la balle, et ben tu auras une faute, etc. Ça, faut vraiment qu'il arrive à passer ce cap-là. On parle d'un sophomore après qui avait 20 ans, qui doit peut-être avoir 21 maintenant, mais il aura 21 ans en octobre. Voilà, donc on a encore énormément de marge de progression, notamment dans le respect qu'il va pouvoir obtenir. Je pense que son expérience, même cet été, sur d'autres types de défenses pourront peut-être l'aider avec l'Australie, voir comment il l'utilisait, mais pour des défenses un peu plus fermées à voir, ça pourrait être intéressant de voir comment il s'exprime. Mais non, une saison très positive, après un départ, pour le coup, vraiment dans le dur, comme beaucoup de sophomores, on l'avait dit, mais vraiment dans le dur. Et on a une petite question qui est intéressante là de Quentin, c'est quoi le plafond Giddey maintenant? Est-ce que c'est une deuxième option d'une équipe contender ou c'est juste un très bon joueur d'équipe? C'est trop tôt pour le savoir, c'est un joueur de deuxième année qui a 20 ans, il a encore énormément de swing factor. Swing factor, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour éviter tout anglicisme, c'est des points qui peuvent changer la carrière d'un joueur si ça clique. Typiquement, le tir à 3 points. C'est que si tu fais de Josh Giddey, même pas un joueur à 38%, mais si tu en fais un joueur dans la moyenne NBA, à savoir 35-36%, avec un ou deux pull-up de temps en temps, hein, pas que du catch and shoot et pas uniquement en pull-up, mais qui est capable de pull-up une fois de temps en temps à 3 points, là pour le coup ça va être, son plafond peut complètement exploser, parce que dans ce cas-là il sera capable de faire énormément de choses. Mais c'est trop tôt pour déterminer, ça peut être un joueur... déjà, si Josh Giddey a le niveau d'un titulaire dans une équipe qui va en finale NBA, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Là, on parle parce que Thunder est en reconstruction, mais déjà, si Josh Giddey est un titulaire dans une équipe qui joue finale de conf, voire même finale NBA, ce sera déjà une très très grosse réussite, parce que tous les Pixies n'atteignent pas ce niveau. Donc, on verra. Ça dépend encore de plein de facteurs et sa progression est loin d'être. Et là, il est déjà deuxième scoreur et probablement deuxième créateur ou premier créateur, parce que si ça dépend comment tu le considères en tant que créateur pour les autres, mais d'une équipe qui est pas loin des playoffs cette année et pas loin de l'équilibre. Donc déjà, à 20 ans, avec un effectif pas encore complètement construit, parce que t'ajoutes un pivot encore plus compétent que Jalen Williams ou que d'autres qu'on a eu cette année, qui peut jouer des pick and roll ou des pick and pop mieux, je pense que Giddey il va se régaler concrètement, donc il pourrait être encore plus efficace là-dessus. Peut-être petit point défensif aussi, parce que c'était quelque chose sur lequel on l'attendait. Ça a été en
en dilettante toute l'année. Il y a eu des très bons matchs, bah, notamment le match de play-in, si je ne me trompe pas, le premier, où il a été intéressant. Il y a eu d'autres beaucoup plus compliqués, des périodes plus compliquées. Ça reste toujours quand même un point plutôt négatif pour l'instant pour Josh, où il doit être caché, mais qui est en progrès aussi. Oui, après une saison régulière, de toute façon, dans l'investissement défensif, c'est jamais tout le temps pareil. Il y a des moments où tu vas être plus investi que d'autres. Voilà. Défensivement, il n'a pas été. Je pense qu'il a été plutôt rassurant qu'inquiétant. Moi, j'ai été plutôt rassuré du fait que, voilà, on disait souvent, oui, Josh Giddey, défensivement, dans des matchs serrés, tu peux pas le mettre parce qu'il va être ciblé. Bah, il a fini le play-in face aux Pels. Défensivement, il n'y avait aucun problème, en fait. Donc, je trouve que défensivement, il a été plutôt rassurant. Alors, au début, c'était pas terrible. Après, tout reste une question d'investissement, même si physiquement, il sera toujours un peu limité parce que vitesse latérale, c'est pas le plus rapide. Même en déplacement au niveau des pieds, c'est pas forcément celui qui va être le plus mobile, en tout cas pour défendre sur des joueurs de sa taille ou sur des joueurs plus petits. Mais je trouve qu'il n'a pas été spécialement inquiétant. Alors oui, la fin était mieux que le début. Il y a eu des coups de mou, mais si tu regardes le début de saison où Josh Giddey était benché sur les fins de match, et où tu regardes la fin de saison où il était tout le temps là sur les fins de match et où il a été plutôt bon, je trouve que c'est rassurant d'une part sur son niveau d'investissement et sur son niveau d'être fort dans des matchs intéressants et des matchs coup près, et secondement sur son niveau défensif. On nous dit objectif lancer sa saison dès le premier match, mais globalement ça va être pour tout le Thunder l'année prochaine. Parce que tu avais pris un peu de retard en début de saison qui aurait pu te permettre d'avoir un meilleur bilan à la fin et peut-être d'avoir du play-in à domicile, etc. Donc, mais ouais, globalement je suis d'accord avec toi. Je trouve c'était plutôt rassurant que inquiétant où on a encore les mêmes difficultés, etc. Là on a vu des choses qui permettent d'avoir espoir et qui peuvent te dire qu'un jour il pourra être correct, pas négatif quoi, enfin moins négatif que maintenant c'est sûr, peut-être pas négatif, mais un peu moins ciblé que ce qui pourrait l'être actuellement par des attaques compétentes en NBA. Oui, et puis je trouve pas qu'il ait été particulièrement ciblé cette Non. année, hein. En tout cas, plus là où il peut progresser. Alors dans le chat, on dit que le physique il peut améliorer. Difficile d'améliorer ta vitesse latérale quand tu as 20-21 ans. Mobilité des pieds aussi. Après, je suis pas coach, hein, mais pour moi, c'est quand même des points qui sont difficilement améliorables avec un âge aussi avancé, surtout avec autant d'expérience, sachant que Josh Giddey a commencé à jouer très jeune. Mais le point sur lequel il peut progresser, pour moi, c'est pas tant on-ball, c'est plus off-ball. Donc pour moi, il doit être plus concerné. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je trouve que on-ball, il était correct. Et par contre, il y avait vraiment des séquences off-ball où tu te dis, bon, là, pour le coup, c'est pas terrible. Ouais, il avait tendance à beaucoup aider, à être beaucoup rentré dans la raquette, etc. Peut-être que quand il y aura un autre grand, un numéro de draft qui arrivera, ça changera aussi quelque chose sur son placement, sur ces choses-là. Peut-être. 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 Passons au troisième joueur. Celui-là, il va Tu veux faire. pas la petite stat sur Vas-y, Giddey? ah si, c'est vrai, excuse-moi, vas-y. Ah, il faut se rappeler du lancement. Des joueurs entre 18 et 21 ans qui ont fait plus de 16 points, plus de 7 rebonds et plus de 6 passes par match, il n'y en a que 4. Il y a LeBron James, il y a Magic Johnson, il y a Luka Doncic et il y a Josh Giddey. Voilà. À chaque fois, il me sortir une petite stat historique sur les joueurs. Il y en a que j'ai pas hâte de voir parce qu'il y en a, ça va être plus dur. Vous allez voir la prochaine, elle est très très bien. Je suis très fier de ce joueur. Parce que le prochain, il va peut-être avoir un peu plus de débat, notamment dans le chat, là, je pense. C'est Lou Dort. Je lui ai mis 12. Combien tu lui as mis? J'ai mis 11. Ok. Lou Dort, sachant que la dernière fois, tu avais déjà mis 12. Ouais, mais ça, je m'en souvenais bizarrement. Je m'en souvenais que j'avais mis à peu près ça. Et moi, je lui ai mis 9. Donc tu as augmenté ta note. De 2 points. Je vais commencer sur Lou Dort. Je trouve déjà que c'est une saison 12 moyenne pour lui. Honnêtement, ses perfs en play-in ont plutôt rassuré et ont un peu augmenté sa note, peut-être d'1 ou 2 points pour moi, je pense. Parce qu'en play-in, il a été super fort contre les Pélicans. Déjà, par exemple, il a remontré que défensivement, il était très important, notamment en fin de saison. Et vous avez fait la liste avec Tom la semaine dernière des matchs qu'il a fait gagner en défendant excessivement bien dans le clutch. Voilà, il montre qu'il est vital à l'équipe dans le collectif défensif, qu'il est vital pour défendre sur les superstars en face. Voilà, tu ne peux pas l'enlever, on l'a vu que quand il était blessé, défensivement, il y avait un vrai glow down, si je peux dire, et que tu étais vraiment en difficulté. Maintenant, c'est offensivement, et là on en a débattu, je pense, dans les 3/4 des épisodes qu'on a enregistrés cette année. Dans 90%. Ouais, c'est ça. C'est offensivement que c'est un peu plus dur.
Euh, le pourcentage à 3 points n'est pas en augmentation, contrairement à ce qu'on pouvait espérer, bien que la sélection de tirs, notamment au fil de la saison, ça soit un peu adapté, notamment quand on était au complet. Il y a des matchs où c'était positif, il y a des matchs où il retombait un peu dans ses travers. Globalement, je suis un peu plus en confiance maintenant qu'auparavant. Maintenant, on a eu ce gros débat sur les drives qu'on va pas reprendre encore une fois, mais que même lui a conscience que dans sa sélection de tir, quand il a la balle en main, quand il drive, etc., dans le contrôle de son corps, il a du travail à faire. Il sait pas toujours quoi faire du ballon, ça on le voit. Tom l'a dit la semaine dernière, il y a des flashballs en main sur 2-3 petites passes, 2-3 lectures qui sont un peu plus intéressantes, mais c'est encore trop faible. Et c'est ça qui fait que c'est un peu frustrant sa saison, parce que défensivement, je le trouve meilleur que l'année dernière. Il s'est peut-être un peu plus investi. Bon, t'étais plus structuré, t'étais plus compétitif, donc forcément ça aide. Mais offensivement, t'as pas progressé autant que tu le devrais. C'est un joueur qui doit commencer de mûrir, qui doit faire moins d'erreurs que ce qu'il fait là. Et c'est assez dommage parce que il a un rôle important dans l'équipe et c'est un facteur X. On l'avait dit en preview de play-in, c'était lui un peu ton facteur X et il l'a été sur le premier match. Donc s'il arrive à être un facteur X positif à chaque fois, ça serait beaucoup mieux et qu'il puisse sanctionner les tirs en les prenant mieux, en les prenant dans les corners, en les prenant moins above the break, etc. Mais bon, ça, on en a parlé maintes et maintes fois. Oui, oui, non, je suis d'accord. Moi, j'ai mis 16 pour la défense et 6 pour l'attaque. Du coup, vous faites une moyenne, ça fait 11 sur Il 20. y a d'autres gens qui ont Euh, mis ça, c'est ça. oui, dans le chat, un match, je mets 0 et Ouais. un match 20, donc moyenne à 10. C'est pas totalement faux. Non, après, pour revenir sur Lou Dort, on va pas non plus redire 120 fois ce qu'on a déjà dit. Défensivement, très très bonne saison. Offensivement, saison dans les standards de Lou Dort. Et je vois Quentin qui dit dans le chat le jour où il sera fort offensivement, mais je suis pas sûr que ce jour arrivera en fait. C'est que Lou Dort, faut le juger sur l'échelle du Dylan Brooks en fait. Ça va être une nouvelle échelle de valeur, c'est l'échelle du Dylan Brooks. C'est à quel point tu es prêt à te tenir dans des matchs de playoff offensivement et à faire parler ta défense. Parce que Lou Dort, je l'estime capable d'être plus sage que Dylan Brooks. Parce que voilà, Dylan Brooks a quand même bien pété un câble lors de la série face aux Warriors, mais on est dans des problématiques similaires. Très bon défenseur, mais par contre, la problématique, c'est qu'à 3 points, tu vas toujours avoir le cas Lou Dort où s'il met dedans, bah, c'est bonus. Par contre, tu vas souvent avoir des soirées où il ne va pas mettre dedans. Après, ses drives, c'est la problématique Lou Dort, c'est qu'il n'y a eu aucune progression sur ses drives depuis son année rookie. Après, il est peut-être un peu meilleur sur ses lectures, effectivement, mais ça reste quand même pas folichon. Donc voilà, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile de voir, de lire l'avenir de Lou Dort, Hmm. parce qu'il peut être problématique. Et je trouve que ça, c'est Ben de Kemdo qui le dit souvent, mais en playoff, les playoffs sont des moments de lien faible. Et j'ai peur qu'offensivement, Lou Dort soit toujours un lien faible. Donc. Et j'accorde de plus en plus d'importance au fait qu'en playoff, il faut des joueurs two-way. Mais des joueurs pas forcément uniquement défensivement, c'est enfin, qui sont pas forcément des liabilities en défense, mais qui peuvent être des liabilities en attaque. Donc, je mets 11, et ça c'est peut-être un peu trop se projeter sur potentiellement de la post-season pour Lou Dort. Je mets 11 pour sa saison parce que défensivement, il a été très fort. Je suis pas spécialement convaincu qu'il mérite une All NBA pour autant, enfin une All Defensive, parce que All NBA non, mais qui participe à une All Defensive. Mais voilà, défense très solide, a été là dans les moments très 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 importants pour défendre. Après en attaque, c'est toujours la problématique Lou Dort. Après, c'est ça le truc, c'est que là, dans le moment très important où justement il a été laissé un peu libre et où il avait eu le ballon et il fallait qu'il sanctionne, il a été super fort. Enfin, le match des Pélicans, tu te dis, s'il est capable, bon, il fera pas ça à tous les matchs de playoff, hein. Il sera pas à 25 points, Non, à non, non. 53% à 3 points. Mais déjà, tu te dis, bon, il y a un monde où il est en playoff, il est un peu meilleur, où il arrive à être un peu plus efficace, où voilà. Moi, au-delà de qu'il soit bon en attaque, c'est qu'il soit un peu plus efficace. Donc il peut diminuer ses tirs, il peut prendre des meilleurs tirs. Voilà, il y a plein de façons d'être plus efficace plutôt que de vraiment complètement progresser. Il peut progresser, il est encore jeune, là, il est encore loin d'être à son prime, je pense, offensivement et défensivement à voir, mais je pense qu'il a encore de la marge. Après, à voir s'il met les choses en place, etc. Vu le caractère du joueur, il y a moyen, mais c'est un joueur qui est agressif, on le sait, voilà, qui va amener les choses à lui, qui va aller chercher les choses plutôt qu'attendre qu'elles viennent. Et ça se voit bah, des fois dans ses tirs, des fois dans ses drives, etc. Mais ça, c'est dans la mentalité du joueur, et je le trouve d'ailleurs très important qu'il y ait un joueur un petit peu de cette mentalité-là au Thunder, et on le voit qu'il est important dans l'esprit, dans l'équipe, etc. Je pense que tu peux difficilement l'enlever. C'est un leader, je pense, mais
contexte différent que Shea. Je saurais pas comment l'expliquer vraiment mieux que ça, mais je pense qu'il a un impact aussi fort sur le groupe par l'impact défensif qu'il peut avoir, par la combativité qu'il a. Maintenant, effectivement, avoir en post-saison pour lui, comme on l'a dit pour Shea, qu'est-ce que ça va vraiment donner? Parce que la dernière fois qu'on les a vus tous les deux, c'était un contexte complètement différent. Ça n'a rien à voir. Là, tu vas... pour Lou Dort, en soi, il était complètement laissé ouvert, hein, ça changera peut-être pas énormément de choses. Hein. Mais... Je sais pas, ouais. même sur la réduction de ses tirs, quand tu vois la philosophie qui est développée par McDonald, Lou Dort prendra pas 7 tirs par match en fait. Hein. Ce sera pas Tony Allen. Hein. Je pense qu'il aura toujours, voir comment l'effectif évoluera, mais je pense qu'il aura toujours sa douzaine de tirs par match, hein, très honnêtement. À moins de réduire complètement les drives et de faire que du catch and shoot à 3 points, ce qui, je ne suis pas sûr, soit la bonne solution ou la solution à terme pour Lou Dort, parce que tu as quand même envie de le voir faire quelques cuts. Dans ce cas-là, il faudrait le libérer sur des actions de cut, mais je pense qu'il aura toujours, enfin, il tombera jamais à 7 tirs par match. Hein. Ce ne sera pas un gars qui se concentre uniquement en défense et qui, en attaque, est très peu utilisé. Ce ne sera pas Patrick Beverley, par exemple. Sauf s'il joue vraiment moins, quoi. Mais là, on en est loin pour l'instant. En tant que titulaire. En tout cas. Ouais, voilà, exactement. Bon, passons au joueur suivant. Non, t'avais une stat sur Dort quand même aussi. Ah oui, parce que celle-là, elle est très bien. Lou Dort, cette année, a provoqué 93 fautes offensives. C'est pas mal. Savez-vous en quelle année un joueur avait provoqué plus de 93 fautes offensives? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, oui. C'est une année où t'as une équipe, où t'as un indice? Parce que là, c'est... J'ai une équipe, cette équipe-là est allée en... Le joueur de cette équipe est allé en finale NBA à la fin de cette saison. Ça peut être genre un Magic de 2010? Non. Non. Tu vois, je t'aurais dit peut-être des joueurs... Un Bulls des années 90? Non, là, t'es remonté trop loin. Trop loin? Vise milieu des années 2000. Un pivot. Milieu des années 2000, pivot? Un pivot, ouais. Un pivot pas athlétique pour un sou. Genre Spurs? Non. T'as une chance sur deux pour les finales que ce soit eux dans les années 2000, c'est pour ça que je dis ça. Pivot pas athlétique pour un sou. Mais le pivot a joué les Spurs en finale NBA. Ah, donc c'est de l'Est. Ah, c'est dur, hein. Alors attends, je réfléchis à qui ils ont joué en finale. Ça va trouver. Alors Dirk, ça sera pas en finale. Ouais. Dire qu'il n'y a pas un pivot. Qui c'est qu'ils ont joué en finale qu'ils auraient pu. Pas athlétique en plus. C'est ah non, pas athlétique pour un sou. Pas athlétique. C'est genre un hit? Non, mais même c'est après 2010. Non, c'est pas un hit. Et si, après, ils ont joué qui en finale? Ils ont joué Détroit? Mais Détroit, c'est athlétique. Benoît là, c'est athlétique. Ah bah oui, oui. Non, mais par contre, il s'est fait poster sévère par un joueur du 8. Voilà, je sais pas. Trop dur. Un pivot avec les cheveux frisés brésilien. Ah bah, Varejao. Anderson Varejao, bien sûr. 2006, 2007. Bah, il jouait pivot hein, en 2007. Il jouait pas, c'était pas Igloskas. Il y avait Zidronas. Bah ouais, c'est pour ça. Oui, mais bon. Mais en tout cas, Anderson Varejao en 2006-2007 avait provoqué 99 fautes offensives, sachant qu'il y a eu une période un peu creuse dans les années 2000 où personne dépasse 50. Et là, depuis 1 ou 2 ans, les fautes offensives provoquées sont en train de remonter en flèche. Sachant que Dort, contrairement à un Jay Will, dont on va reparler plus tard, c'est pas forcément des charges, c'est des fautes off sur écran, sur des drives, sur des choses comme ça qui sont complètement différentes. Et je trouve ça bien d'ailleurs un billet qui sépare un petit peu le truc. Les charges, quand j'ai dit fautes offensives, les charges ne sont pas compris. Sont même pas inclus, oui, c'est pour ça que je précise. C'est pour ça que je précise. Et je trouve ça bien que la NBA sépare les deux. Après, il pourrait faire un classement commun de fautes offensives, ou je sais pas comment le dire, global des deux classements, quoi. Mais t'additionnes, de toute façon. Oui, t'additionnes, bien sûr. Bien sûr. Très bien, très bonne stat qui permet de contextualiser l'impact d'un Dort rien que sur ça et l'importance que ça a sur les écrans notamment. Hein, on sait que c'est une question encore d'actualité au NBA. Ah, donc, bon, passons à J-Dub, le 4e larron. Saison ultra satisfaisante. Combien tu lui as mis? J'ai mis 15 à J-Dub. Oh, t'as été plus dur que moi, encore une fois. J'ai mis 17 à J-Dub. 17. Ouais, bah... Sachant que la dernière fois, t'avais mis 15 et j'ai mis 13. Donc on a tous les deux augmenté notre note de 2 points. C'est logique, quand je vois quand on a enregistré et maintenant où il est, c'est normal que j'augmente de 2 points. Je te laisse commencer sur J-Dub.
Non, moi j'ai mis 15 à J-Dub parce que ça m'embêtait de lui donner une note supérieure à Josh Giddey. Même au niveau des attentes, ça m'embêtait un peu. Et c'est pas que je trouve que la commu en fait un peu beaucoup vis-à-vis de J-Dub, mais un peu quand même. Je trouve que J-Dub, il est très efficace. Alors attention, je vais me faire taper dessus par la commu. Mais je trouve que J-Dub, il est très efficace parce qu'il y a des moments où il se cache un peu. Ah, mais ça, Et oui. là, et là, pour le coup, Lou Dort, on peut lui taper dessus, mais les moments où Lou Dort se cache, ils sont quand même rarissimes. Que J-Dub et Guigui, d'ailleurs, hein, c'est arrivé aux deux, je trouve qu'il y a des moments où, oui, effectivement, tu es très efficace parce que tu prends des tirs qui sont pas forcément les tirs les plus hot du monde ou qui sont les tirs les plus clutch de la planète. Donc voilà, il fait une très bonne saison. Il est deuxième du Rookie of the Year, effectivement. Euh, il était en course, non, il n'était pas en course, mais il aurait pu être Rookie of the Year, mais il a fait une très bonne saison, il a dépassé toutes les attentes. Voilà, donc J-Dub, il a pris la place de 4 titulaires assez indiscutablement, comme je l'ai dit dans le précédent podcast. À mon avis, on n'est pas prêt de le voir déloger de ce spot de 4 titulaires. Donc voilà, il a été très bon. Défensivement, là pour le coup, il y a quelque chose à redire, mais en attaque, il a été très efficace près du cercle. Il commençait à mettre dedans à 3 points sur la fin de saison. Bon, pas sur play-in, mais sur la fin de saison à 3 points, il commençait à mettre dedans. Playmaking secondaire très intéressant. On va voir ce que ça donnera l'an prochain. Je pense qu'il aura peut-être un peu plus les commandes de la seconde unit en fonction de comment ça va se passer. Mais en tout cas, il était très intéressant sur cette saison. Et du coup, je lui mets 15 parce que honnêtement, je m'attendais à ce que J-Dub soit un bon joueur et qu'il fasse une bonne saison rookie. Et il a quand même bien dépassé nos attentes et particulièrement les miennes. Bah, c'est pour ça que moi je lui ai mis 17, c'est exactement pour cette raison, parce qu'il a bien dépassé mes attentes, et il a plus dépassé mes attentes que Josh Giddey l'a fait, tu vois, donc c'est pour ça que je lui ai mis plus que Josh Giddey. J'ai été un peu plus surpris de la saison de J-Dub que de Giddey, alors peut-être que j'en attendais plus d'un autre et moins de l'autre, enfin voilà, mais j'étais plus surpris. Je suis d'accord avec toi, et ça on en a parlé pas mal de fois, qu'il s'est caché à des moments, et je l'utilisais cet argument un peu pour défendre Dort quand j'ai été blessé. Il s'est caché pas mal de fois, et Josh aussi le faisait, mais il y a des matchs où il a pas la balle, il va pas chercher, il est pas agressif, il prend pas les tirs qu'il des fois il prend, etc. Il y a peut-être aussi peu de choses à appeler pour lui, hein, mais globalement, il y a des matchs où il est un peu trop discret, il y a des matchs où il est complètement passé à côté, mais ça s'est fait de plus en plus rare. Maintenant, je pouvais difficilement lui mettre plus parce que le tir, comme tu l'as dit, commençait à devenir en fin de saison, mais tu vois qu'il y a encore du travail, il est loin d'être cassé, c'est une saison positive dans son tir et dans la projection que tu peux avoir, mais il y a encore du travail là-dessus pour sanctionner régulièrement de loin. Et c'est défensivement, moi je trouve, où pour le coup on en fait beaucoup souvent alors que il y a des manquements, enfin il y a des erreurs de rookie, il y a des choses comme ça, on dit souvent ah, c'est pas un rookie, défensivement je trouve que des fois c'est un rookie. Il a été plutôt bon d'ailleurs sur le play-in par moment sur Ingram, sur ces choses comme ça, il a montré qu'il pouvait faire le taf, mais il a encore des choses à prouver, bah, notamment au poste 4 parce qu'il a des joueurs forts en face, des joueurs plus physiques que lui. Donc tu vois, j'attends de voir comment il évolue dans cet aspect-là et de voir s'il confirme tout ce qu'il a pu montrer cette saison, mais déjà 17 c'est ultra positif. Je pense qu'on s'attendait pas à ce qu'il soit à ce niveau-là, bien que, on l'a dit dès le début, c'était un joueur NBA ready, contrairement à d'autres dont on va parler ensuite. C'était un joueur qui était déjà prêt, qui avait plein d'armes, il a prouvé qu'il était peut-être plus athlétique que ce qu'on attendait, il a un toucher, des finitions, notamment quand il va sur sa gauche à mi-distance, sur les flotteurs, sur les drives, etc., qui sont très intéressants. Mais voilà, il doit gagner encore, bah, comme tous les rookies souvent, en régularité, un peu moins se cacher. Voilà, ça c'est le point, mais ça va, je pense, avec son caractère aussi. Il est pas du tout le même caractère qu'un Dort qui lui va jamais se cacher, lui est peut-être plus discret. Voilà. Encore, tu vois, il y a eu des matchs où dans le clutch, je pense au début de saison où pour le coup il avait pas normalement énormément de ballons, il s'est montré, il a pris les choses en main, tu vois. Donc c'est assez bizarre ouais, qu'on le voit moins parfois. Ouais, ça dépendait des matchs, hein. Ça Oui, dépendait. Il y avait quelques matchs aussi où quand Shea était absent, il avait un peu take-over dans le clutch. Mais après, voilà, c'est beaucoup demandé à un rookie, à un pick 12. Mais encore une fois, je trouve que, encore une fois, pour essayer de garder le parallèle avec Josh Giddey, au niveau des attentes, J-Dub a un physique de joueur NBA, ce qui n'est pas le cas de Josh Giddey. Et encore une fois, je répète beaucoup encore une fois là depuis tout à mhm, l'heure, excusez-moi, mais Josh Giddey a 1 an et demi de moins que Jalen Williams. Bon, voilà, c'est vrai. bientôt ça va être Josh Giddey FR, hein, si ça continue. Je ne fais que de défendre Josh Giddey, mais n'oubliez pas quand même que les drafts, ok, sont. Enfin, Josh Giddey a été drafté 1 an avant J-Dub, mais Josh Giddey a quand même 1 an et demi de moins que J-Dub, donc toujours à comparer.
Après, défensivement, moi je suis pas convaincu que son avenir soit au poste 4. Je trouve que tu le décales au poste 3, là pour le coup, tu as un ailier qui est particulièrement embêtant avec sa longueur. On verra comment ça va se passer dans le futur. On verra déjà, une fois que tu auras Chet Holmgren à côté de lui, peut-être que ce sera différent. Mais oui, défensivement, il y a quelques rookie mistakes. Mais on va pas non plus lui demander de jouer comme Ben Simmons défensivement, d'avoir le QI défensif de Ben Simmons rookie. Donc voilà, c'était quand même très très bien. Après, voilà, 15, c'est une très bonne note. Hein. De toute façon, c'est ma deuxième meilleure note après chez Gilius Alexander. Donc voilà, il y a très bon félicitations de la part du conseil de classe pour J-Dub. 15 pour Constant, c'est haut. Hein. Si ceux qui n'ont pas le contexte, c'est 15 pour Constant, c'est haut. Oh, non, là pour mais le t'as coup, été gentil. J'ai noté, même globalement, j'ai rehaussé un petit peu tout le monde. T'as une stat sur lui ou on enchaîne? Oui, bien sûr, j'ai une stat sur J-Dub. J'ai une stat sur J-Dub. Les joueurs qui ont fait, dans leur saison rookie, qui ont fait plus de 14 points, plus de 4 rebonds, plus de 3 passes, plus d'une interception, à plus de 59 de true shooting, bah, il y a toujours Michael Jordan, il y a Magic Johnson et il y a J-Dub. Voilà. J'aime bien parce que les critères, il y en a de plus en plus, tu sais, pour que ça tombe. Ouais, quand même. 14-4-3, rookie, 59 de true shooting. Oui, non, en vrai, ça reste, ça va. Je t'ai pas dit, il faut qu'il ait joué 950 oui, minutes. Voilà. Le fameux même de Tadeusz Young où il était avec Larry Bird, LeBron, Magic, Jordan, où il était à 1.3 interception. Enfin, les gens, si vous connaissez, vous allez retrouver ce même. Mais là, je me suis pas non plus... Non, ça va. Voilà. Bon, passons au joueur suivant. Un joueur qu'on n'a pas vu jouer depuis un petit moment maintenant, c'est Kenrich Williams, qui nous a beaucoup manqué cette fin de saison, il faut le dire. Je lui ai mis 16 à Kenrich, moi. 16 ? Ouais, j'ai été haut. Il a explosé tes attentes pour toi ? Non, mais en fait, son absence, ça fait plus mal que je pensais. Il a gagné des points en ne jouant pas. C'est exceptionnel, tu vois. Non, moi j'ai mis 13 à Kenrich. Non, j'ai été très haut, ouais. Sachant que la dernière fois, tu avais mis 12 et j'avais mis 11. J'ai été haut, effectivement, pour les raisons que j'ai dit, parce que, en fait, son absence en fin de saison a montré à quel point il était maintenant important pour l'effectif. On en a parlé la dernière fois, parce que t'as un potentiel de 5 small ball, il pouvait être important pour défendre sur des 4-5, des fois il était ultra efficace et il nous a manqué. Voilà, il t'a manqué ce joueur en sortie de banc, surtout après peut-être une perte d'un muscle, etc., qui a encore réduisé la rotation. Il t'a manqué ce joueur-là en sortie de banc et pour coup il a gagné un peu de points. Ensuite, à l'époque, j'avais mis un peu moins parce que j'étais un peu déçu de son début de saison, je le trouvais moins efficace, moins concerné dans le jeu, il était moins présent et petit à petit au fil de la saison, il s'est quand même vraiment montré, notamment offensivement, où il a réaugmenté ses pourcentages par rapport à l'année dernière, il remettait dedans, bon, il y a toujours cette malédiction au lancer franc qui est incompréhensible. Faut arrêter de le mettre au lancer. Mais voilà, mais en fait, globalement, voilà, il a fait du Kenrich, mais en fait, il a gagné des points en fin de saison, au mieux d'avoir un 14-15, je lui ai mis 16, parce que ouais, l'année prochaine, enfin, s'il avait été là à la fin de saison, peut-être que les matchs de play-in où ça serait pas passé pareil, et on verra l'année prochaine comment il est. Ça, c'est ma grande question, c'est quel rôle il va avoir, et selon qui on va drafter, etc. Mais là, pour son absence, il a gagné des points, quoi. C'est ça c'est le point pour moi. Quel rôle il va avoir l'an prochain ? Le même. Ouais, mais est-ce qu'il aura autant de minutes si on draft un 3-4, tu vois, je sais pas. On disait ça l'été dernier. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas changé. Non, Kenrich. Et puis de toute façon, plus tu es compétitif, plus tu as besoin de ces joueurs-là. Ouais. Tu as besoin d'un joueur comme Kenrich. Moi, j'ai mis 13. Et là, pour le coup, ça écoutez bien, enfin, retenez bien ce que j'avais dit au début du podcast, du live. Kenrich est peut-être le 5e, enfin, c'est même sûrement le 5e meilleur joueur du Thunder cette saison. Et pourtant, je lui ai mis que 13 parce qu'il n'a pas explosé mes attentes. C'est juste qu'il a fait du Kenrich, c'est-à-dire qu'il a été très bon. Il a été très bon. Peut-être qu'il a un peu dépassé mes attentes dans sa capacité à jouer small ball 5. Je ne pensais pas aussi bon en pivot. Alors après, ça dépendait aussi de l'adversaire et ça dépendait de pas mal de facteurs, mais je l'ai trouvé très intéressant sur des courtes séquences en tant que pivot, pas sur des stretches un peu plus longue durée. Mais voilà, il a été très bon. Il a encore été un vrai rôle de lien entre tous les éléments de l'attaque. Il était très important et effectivement, une fois que tu avais perdu Kenrich sur sa blessure cumulée à l'absence de Mike Muscala, tu as quand même perdu, que ce soit en qualité défensive et surtout en qualité offensive collectivement. Voilà, j'ai mis 13 parce qu'il a fait une saison de Kenrich
en un peu plus que ce que j'espérais. Mais voilà, c'est du Kenrich Williams. On est très heureux de la présence de Kenrich Williams. Je suis allé rechecker son contrat là pour me dire, ah ouais, Kenrich Williams, il a quand même été prolongé 27 millions sur 4 ans. Alors que le mec a 27 ans, donc il va faire 4 ans de prime, entre guillemets, entre 6 et 7 millions de dollars l'année. Ça, pour le coup, dans une reconstruction, avoir des contrats comme ça, des bonnes affaires, ça va beaucoup servir. Donc voilà, 13 sur 20 pour Kenrich, bien, une bonne saison de Kenrich. Sur son efficacité, on nous dit en fait il est un peu plus de retour à sa première année au KC, un peu plus dans ces eaux-là, encore qu'il shootait vraiment bien à 3 points, là il en prenait un peu plus. Ouais, comme tout le monde, hein. L'année sans public, vous regardez, les pourcentages à 3 points ont explosé. Hein, mais oui, les retours beaucoup plus efficaces qu'avant. Et je suis d'accord avec toi que le small ball 5 a été surprenant avec Kenrich, et au-delà de ça, on en avait déjà parlé, il a un petit aspect qu'il a pu manquer aussi, dirty pour l'effectif, tu vois. Tu sais, c'est lui qui est prêt à se battre, qui est prêt à aller chercher le mauvais geste adverse. On s'en souvient avec Gobert, là, quand il a vu l'action avec Minnesota. Enfin voilà, il manquait un peu ça aussi. Et lui qui est un peu plus vieux et qui a cet aspect-là aussi à pas sous-estimer, tu vois, qui va prendre un rebond off en mettant le coude où il faut. Enfin, tu vois, voilà, mine de rien, ça compte. On n'aime pas ça, mais ça compte. Nasty, comme tu ouais, nasty, voilà, exactement. Et lui, pour le coup, il a un peu de ça. Donc ça a manqué un petit peu aussi. Et il est important aussi là-dessus. Bon, pas grand chose à dire sur Kenrich, c'est jamais celui sur qui on passe beaucoup de temps, on va être honnête. Hein. Bien sûr. La petite stat pour Kenrich, j'ai trouvé, celle-là elle est intéressante et ça montre encore une fois l'importance de Kenrich dans le jeu collectif du Thunder. Sur les joueurs ayant joué plus de 650 minutes cette saison, il y a 355 joueurs. En ratio assist turnover, Kenrich est 20e. 20e sur 355 en ratio assist turnover, ça montre que Kenrich il est très bon dans ce rôle de passeur et qui perd peu de ballons. Donc voilà, il est avec, bon, il y a la Rolls-Royce évidemment, Tyus Jones, il y a Monte Morris, il y a Horford, Kevin Looney, Chris Paul, et là ça va vous surprendre, vous qui êtes fan du Thunder, et dont moi, il y a Ty Jerome. Ty Jerome qui est à côté de Chris Paul en ratio assist turnover. Donc voilà, il est quasiment qu'avec des meneurs. Hein. Les seuls joueurs qui sont pas de sa taille, c'est dans le top 20, il y a Theo Pinson qui est un peu plus grand. Et sinon, le reste, c'est Jimmy Butler qui fait sa taille. Et alors, Ford, Kevin Looney, bien sûr, qui sont des pivots. Et sinon, le reste, c'est Jimmy Butler en tant qu'ailier. Sinon, le reste, c'est que des meneurs. Très intéressant. Ce rôle de connecteur, on va le dire à chaque fois. Ouais, faut arrêter. Non, faut arrêter. C'était fait exprès. Bon, du coup, après, passons à un cas un peu plus épineux. C'est Alexei Pokusevski qui, en minutes par match, arrive là. Parce qu'il jouait plutôt pas mal quand il était là. Ça a été très difficile de lui mettre une note, honnêtement. Pour ma part, je lui ai mis 9. Et Dieu sait que je suis défenseur de Poku, mais là, j'étais obligé. Je vais commencer parce que, en fait, c'est pas tant 9 parce qu'il a été mauvais quand il a joué, etc. Et parce que voilà. Mais c'est parce que 9 parce qu'il fait encore même pas une demi-saison. Il fait presque une demi-saison. Mais en fait, ça devait être une année un peu charnière dans sa progression. Et on l'a très peu vu, et c'est plus ça moi qui m'embête et qui fait que je lui mets une mauvaise note, c'est qu'il a été blessé. En début de saison, il a mis un peu de temps à se mettre en rythme, il avait fait des erreurs dans le clutch, on s'en souvient notamment, et quand il a commencé d'être plus efficace offensivement, de faire des meilleurs choix, de continuer de progresser sur son tir, parce que sur son tir ses pourcentages ont augmenté, et ben il s'est blessé d'ailleurs au moment où le Thunder a commencé d'être compétitif. Je mets pas une lien de cause à effet direct là-dedans, mais mine de rien, ça le pénalise un peu, ça le pénalise de se blesser à ce moment-là, là où l'équipe a mieux tourné. Ça se pénalise sur les ratings, ça pénalise sur plein de choses. Et après, à son retour de blessure, on l'a très peu vu, voire presque pas. On voyait qu'il était prêt, mais en même temps, il pouvait plus rentrer dans la rotation, il était hors rythme, etc. Donc c'est une saison pas blanche, mais c'est une saison où, encore une fois, t'as pas vu les progrès que moi j'espérais pour lui. Bien qu'il s'est montré intéressant, t'as pas pu avoir les progrès, la continuité que je pouvais attendre, donc c'est pour ça que je mets moins de la moyenne. Après, oui, sur la première partie de saison, il y a eu des passages très intéressants, notamment défensivement, où il protégeait le cercle, etc. Mais c'est trop peu en quantité. Donc même moi qui suis dans le train, je suis obligé de lui mettre une note moyenne, quoi. T'es dur, quand même. Là, j'ai été dur. T'es dur, parce que même moi, je lui ai mis 10, hein. J'ai mis une note plus élevée que toi. Sachant que la dernière fois, tu avais mis 15 et j'avais mis 14. Donc là, pour le coup, on a bien baissé. J'avais beaucoup d'attentes aussi. Non, mais c'était après 20 matchs, donc c'était le moment où il était titulaire.
34 matchs pour Poku. En fait, c'est là la problématique. Je t'ai posé la question avant qu'on débute les lives, c'est que Poku, il est difficilement notable, puisque si tu le notes sur les attentes, et si tu le notes sur les 31 matchs, parce qu'il en joue 3, en fait il joue 34 matchs cette saison, il en joue 3 post-blessure. Si tu le juges sur les 31 matchs qu'il a joué avant sa blessure, il mérite 14-15, hein, oui, honnêtement, oui. parce qu'il a été bon. Par contre, si tu juges le fait qu'il a probablement, on en parlera très bientôt, mais il a probablement gâché son opportunité de s'inscrire durablement dans l'effectif à cause de sa blessure avec l'éclosion de J-Dub, plus le fait que tu ne l'as pas vu pendant les 48 matchs d'après, sachant que je pense il n'y a pas de lien de cause à effet vis-à-vis de la blessure de Poku et vis-à-vis du coup de mieux du Thunder, mais je pense que si tu as Poku en titulaire au poste 4 toute la saison, le Thunder ne finit pas au play. Non, mais ça, je suis d'accord. Après, est-ce qu'on l'aurait fait jouer 5, est-ce qu'on aurait fait jouer différemment, c'est un autre débat. Mais il y a des moments où il aurait pu jouer, il n'aurait pas été négatif, mais c'est sûr qu'avec un J-Dub, tu as été plus efficace qu'un Poku. Après, j'ai été dur aussi parce que pour moi, j'attendais de la continuité cette saison. Je l'avais en début d'année parce qu'il a joué, il gagnait du temps de jeu, il commençait à être productif, et en fait, tout s'est arrêté ensuite. Donc j'ai été obligé de sanctionner ça, bien que j'ai été peut-être trop dur, effectivement. Disons que la blessure le pénalise. C'est difficile de noter de pénaliser une blessure, même si t'as loupé ta chance, mais si tu notes sur la première partie de saison, tu mets 13-14. Par contre, si tu notes, il a joué que 22 minutes après sa blessure, donc effectivement, si tu notes après sa blessure, c'est 0, parce que c'était une catastrophe absolue. Ce qui n'est d'autant pas rassurant pour la suite, parce que peut-être que sa blessure l'a freiné à un moment qui, en plus, qui était le meilleur stretch de sa carrière. Donc, exactement. Il a probablement laissé passer son opportunité de s'inscrire durablement en NBA, et du coup, tu mets 10 parce qu'à côté, il y a des mecs qui ne se sont pas blessés. Et il y a des mecs qui ont profité des opportunités, ils ne sont pas blessés, et en plus ils étaient aussi bons, voire meilleurs que lui. Et du coup on est encore dans l'incertitude pour l'année prochaine par rapport à lui, sur quel rôle, quelle chose, voilà, on est encore un peu au même stade que l'année dernière, tu vois, alors que tu avais vu un début de saison un peu encourageant, c'est ça qui est dommage vraiment. Oui. J'ai la petite stat pour beaucoup. Alors celle-là. Moins 16.8 de on-off. C'est dans le 2e percentile de toute la NBA. C'est-à-dire que Poku fait partie des 2 pires pourcents en termes de on-off. Sachant que l'an dernier, son on-off, il était à plus 8.3. Ça, j'ai pas compris. Comment il pouvait avoir un on-off de plus 8, mais là, il était à moins 17. Et j'ai même regardé son net rating sur le premier quart. Il est à moins 22. Non, mais il y a des trucs dans les ratings, dans les on-off que moi je comprendrai jamais. Alors il y a des trucs qui illustrent bien certaines choses, mais il y en a, c'est incompréhensible, notamment au OKC, qui sont pour moi, c'est des énigmes. C'est des énigmes, notamment Treman qui était positif très longtemps alors qu'il était pas bon. C'était. J'ai pas la stat, mais dites-vous que le meilleur net rating du Thunder parmi les joueurs qui sont encore présents, c'est Waters qui a 10 de net rating. Non mais voilà, il y a pas mal de choses. On-off est quand même. Il faut toujours le contextualiser, etc. Mais là, effectivement, le chiffre est assez conséquent. Il est solide. Ouais, il est solide. Ouais. Passons à un qui a été un peu plus positif cette année et qui a plus surpris, c'est Isaiah Joe. Je lui ai mis 16 parce que il a été très bon. Combien tu l'as mis? J'ai mis 14. J'ai mis 14 à Isaiah Joe, sachant que la dernière fois tu avais mis 12 et je lui avais mis 11. On était à l'époque, c'était l'époque où on était un peu réticents sur Isaiah Joe, et puis après le mec... En mode calmez-vous, tranquille et tout. littéralement, c'est ce qu'on a dit quand j'ai réécouté, on a dit calmez-vous la commu. Mais après il y a un moment où c'était devenu la torche humaine. Donc voilà, Isaiah Joe 14, parce que encore une fois, si tu notes aux attentes, c'est un mec qui arrive fin septembre, juste avant le training camp. Fin septembre, t'en attendais rien. Nous on se disait, on sait même pas s'il va jouer. Finalement, c'est ton 6e homme, c'est ton 5e meilleur scoreur en points par match. Faudrait vérifier, mais c'est peut-être ton 5e meilleur scoreur. Donc voilà, il a vraiment été très intéressant. Menace quand tu le mets à côté de Shai Gilgeous-Alexander. Malgré un déficit au niveau du physique, il n'a jamais été négatif dans l'impact, il a toujours été volontaire défensivement. Donc voilà, Isaiah Joe, j'enlève quand même des points sur la seconde partie de saison où il s'est pris pour Jordan Clarkson. Je sais que les défenses sont resserrées sur lui, mais du coup, s'il devient inefficace à partir du moment où les défenses savent le scouter,
ça pose une autre problématique sur le futur d'Isaiah Joe. Donc je lui mets 14 parce que tu as quand même un joueur qui a été exceptionnel cette saison du côté du Thunder, qui a été vital. Lui, pour le coup, je pense que si tu ne l'as pas dans ton effectif, le Thunder fait une toute autre saison. Donc voilà, je lui mets 14 parce que attente explosée et en plus pour un joueur où tu avais zéro attente. Ouais, bah moi je lui mets 16 pour ça aussi, parce que je l'avais dit en début de saison, je voyais pas quelle place il allait avoir. Il y avait d'autres joueurs que je préférais développer, notamment un qui sera le plus gros point négatif pour moi de la saison. Mais il a complètement explosé ça, il a gagné sa place sur le terrain, en prenant feu, en mettant les tirs, il a fait énormément de bien, il a très longtemps shooté à un pourcentage excessivement haut. Il a eu un mois de mars très moyen, pour le coup, en termes de pourcentage. Ouais, à un moment il avait loupé 17 de tirs à 3 points de shoot. Et puis après, comme tu l'as très bien dit, les défenses se sont adaptées, donc lui il a commencé de porter un peu plus la balle. Alors certes, il est capable de faire une feinte, de s'avancer, de pull-up des fois à mi-distance, mais alors finir au cercle, créer sur pick and roll, etc., comme on a pu le voir, c'est beaucoup plus compliqué, c'est vraiment une limite pour lui, il doit vraiment lisser ça. En finition au cercle, je crois qu'il est pas si Oui, mal. parce qu'il en prend peu, mais tu vois, d'aller driver pour finir, etc., c'était quand même... parce que si tu lui enlèves les cuts et tout, c'est quand même compliqué. Ouais, mais après, il propose des choses, ça par contre, je suis d'accord. Il propose une alternance, en tout cas, puisque avec des mecs qui font que driver, c'est pas mal d'avoir... Et après, c'est défensivement. Alors, il a une attitude qui est presque irréprochable défensivement, dans l'intensité, dans l'envie, dans le sacrifice aussi, notamment sur les charges, parce que lui aussi est très bon dans ce secteur-là. Mais par contre, il est trop limité physiquement actuellement, et sur les 1 contre 1, il est ciblé, et ça a été déjà le cas pour le coup en play-in, où tu le vois vite en fait sur les 1 contre 1, il est là, il est plus ou moins bien placé, il est en place, mais les mecs lui tirent dessus, ou ils le poussent et il marque, etc. Et ça, c'est une vraie problématique dans le futur, parce qu'il a une limite qui va être difficilement compensable. Alors à part s'il prend 20 kilos de muscle ou quelque chose comme ça, mais ça ne prend pas forcément la direction. Mais ouais, ça sera pénalisant, je pense, un bon moment. Et donc ça, c'est le petit point négatif pour lui actuellement. Après, comme nous le dit Lucas, bon, qui est fan de lui dans le chat, mais Bonjour, Lucas. Première vraie saison pour un NBA, c'est sûr, et quand je pense que Phil le regrette vraiment, hein, c'est une vraie surprise à ce niveau-là, et ça peut être que positif, et lui a gagné sa place pour au moins l'année prochaine, après avoir commencé à évoluer, notamment en termes de son contrat, mais il sera là l'année prochaine, il aura ses minutes, et en fin de saison, il a eu des grosses minutes pour le coup, hein, et il les a bien exploitées. 26 sur 37 pour Isaiah Joe au cercle, ça fait 70%. Ouais. Et il est dans le 91e percentile. Non, mais au-delà de les finitions au cercle, c'est dans le drive, voilà, là ça fait très peu de tirs, 37 tirs au cercle. Non, mais je sais, je plaisante, mais tu vois, tu parlais de son physique, je peux pas lui enlever des points pour un truc qui n'est pas de son ressort en fait. Genre, ça c'est comment... Oui, effectivement, ça va l'impacter dans son futur, mais c'est pas lui, genre. Défensivement, il est limité physiquement, mais comme il a toujours été irréprochable dans l'attitude, je peux pas le pénaliser. Oui, mais c'est pour ça que je lui mets quand même 16, hein, je l'ai pas trop pénalisé. Oui, non, bien sûr. Mais puisque tu parlais de la défense... C'est le petit doute pour le futur, quoi, parce que pour le coup, tu auras toujours peut-être à le cacher, voilà, on fait une série de playoffs, moi je suis l'équipe adverse, je fais tout pour qu'on switch sur lui et que mon guard ou que mon ailier attaque sur lui. Enfin, après, là, t'as gagné. Hein. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, d'avoir un joueur capable d'être sur le terrain des deux côtés. Et qui va être une problématique, qui va être un raisonnement que vous allez souvent m'entendre dire lorsqu'on va évoquer la marque. Ça va être souvent Dort contre Joe dans ces situations, j'ai l'impression, partie comme ça, je pense. Je pense, oui. Et j'ai la petite stat concernant Monsieur Isaiah Joe. Je vais la retrouver tout de suite puisqu'on a changé l'ordre. 117 d'offensive rating, c'est le meilleur offensive rating pour le Thunder lorsque Isaiah Joe est sur le parquet. 117, c'est devant Shai Gilgeous-Alexander, c'est devant n'importe quel joueur de l'effectif. C'est pas archi surprenant ça, bien que ça soit vraiment haut. Mais c'est pas très surprenant. Bon, passons à un plus compliqué, c'est JRE. Il a fait... Alors, moi j'ai mis... C'est une saison un peu à la Poku, sauf que lui il est revenu et il a été vraiment mauvais quand il est revenu. Sauf que lui, on l'a vu sur une plus grosse durée de pas bien. Mais concrètement, je lui ai mis 8. Je lui ai mis un point de moins que Poku. Mais c'est un peu le même profil en fait. Début de saison où en étant moyen, petit à petit, il avait gagné mine de rien sa place en tant que titulaire à un moment. Il se pète. Et tu te dis, bon, ben, ça va être compliqué pour lui, etc. Il revient, il a vraiment été mauvais, le peu de minutes qu'il a joué. Il a vraiment été mauvais. Globalement, en fait, c'était à peu près le même joueur que l'année dernière. Hein.
pourcentage au tir extérieur intéressant, mais pas non plus flamboyant et assez régulier. Au cercle, c'était pas exceptionnel, mais je le trouvais un peu moins. Je trouvais, alors, je trouvais un peu moins de move que l'année dernière quand même, mais il en a encore. Hein. C'est ma stat, hein. Giro au cercle, tu vas voir que c'est. Il a encore des moves, bon. Mais je trouvais qu'il y avait un peu de moins de cacade que l'année dernière, vraiment scandaleuse, où c'était. Il y en a encore, hein, mais voilà. Et puis après, t'as toujours cette problématique de poste dont on parle tout le temps, toi et moi. Trop grand et trop peu mobile pour être 4, enfin trop grand, bon, c'est relatif, mais trop peu mobile, et trop petit et trop frêle pour être un poste 5 face aux élites en face. Donc ça c'est compliqué pour lui, il a complètement perdu ses duels dans la rotation intérieure, je pense, là en fin de saison. Et voilà, il n'a pas forcément progressé, mais il n'a pas forcément déçu en début de saison. Bon, en fin de saison, on voyait qu'il était hors rythme complet, hein. Mais ouais, difficile de lui mettre beaucoup plus que ce que je lui ai mis. Et moi, ça devient difficile pour moi de lui donner un gros rôle dans les futures saisons. Là où cette année, je pense que toi et moi, on lui donnait des minutes. Là, c'est plus compliqué. On le voyait titulaire, hein, Ouais. JRE. Hein. Enfin, il a même été titulaire au début. Donc, moi, j'ai mis 7 à JRE. Je lui ai mis un point de moins que toi, sachant que là, pour le coup, quand je te disais qu'il y avait un gars qui avait sa note divisée par 2, on avait mis 12 tous les deux à JRE au bout de 20 Ouais, minutes. donc on était plus positif, il avait pas été si mauvais, quoi. Bah, il n'avait pas été blessé, je crois qu'il me mettait dedans à 3 points, mais le problème c'est que j'ai parlé de Poku et du fait qu'il avait joué 22 minutes après sa blessure. Là, je ne fais pas le calcul parce que c'est trop long, mais JRE a au moins joué 250 minutes après sa blessure. Tant que ça? Donc, bah, faudrait vérifier. Je vérifie en Non, même temps que vas-y, je parle, parle, je vais regarder un peu. il a joué au moins sa centaine de minutes. Et la problématique, c'est que JRE, il a été bon sur un match après sa blessure. C'est le match face aux Lakers à Los Angeles, où il était meilleur que Jalen. Et pour le coup, il était vraiment très intéressant. Mais le problème de JRE, tu l'as bien résumé, c'est que il y a une problématique de poste et il y a une problématique aussi de capacité à. Disons que quand on disait que JRE était le Hallerford de Wish, là, pour le coup, en fait, le Hallerford de Wish ne peut pas jouer en NBA. JRE, il avait vraiment des problématiques qui étaient défensivement, ok, sur Switch c'était intéressant, mais c'était pas non plus de la folie furieuse. Ensuite, en attaque, il y avait encore les moves de JRE, et puis le 3 points, il n'est pas aussi élite pour pouvoir le mettre de manière intéressante sur le parquet, et pour vraiment être un stretch 5 comme pouvait l'être Mike Muscala. Donc voilà, JRE, je lui ai mis 7 parce que j'avais pas beaucoup d'attentes, mais je m'attendais pas à ce qu'il se fasse dépasser dans la rotation par Jalen Williams. Donc il a joué 230 minutes, Ouais, JRE post-Star Break. ouais. 230 minutes, donc voilà, je m'attendais pas à ce qu'il se fasse dépasser dans la rotation par Jalen Williams. Et pour le coup, quand on va revenir encore une fois sur l'intersaison, s'il y a des rosters soft spot à libérer, s'il y a des joueurs coupés, je serais pas surpris que JRE fasse partie des joueurs coupés parce que. C'est clairement pas exclu ça, hein, parce que si tu draftes un ou deux gars, si tu veux signer un ou deux gars avec le cap, enfin voilà, on en reparlera, c'est vraiment pas exclu que lui soit dans la liste des joueurs à cut. Je pense qu'on préfère garder un Poku et globalement à plus de marge de progression et même plus montrer cette saison, je pense. Ouais, et puis aussi, lui pour le coup, il a le même facteur que Poku, c'est il a laissé passer sa chance avec sa blessure. Non, je suis d'accord. Une petite stat sur JRE? Ah bah oui, quand je t'ai parlé des monstres de JRE, je n'ai pas menti, puisque JRE au cercle est à 55% de réussite. C'est dans le 5e percentile de la NBA. Au niveau des pivots, il n'y a que Jabari Walker qui est un pivot de Portland que vous connaissez pas, c'est normal. Il y a Kevin Love de Cleveland, Kevin Love de Miami fait mieux, et Thanasis Antetokounmpo. Voilà. C'est les seuls joueurs qui sont pires au cercle que Jeremy Robinson Earl. Au-dessus, il y a Nerlens Noel, ce qui me surprend un peu. Ouais. Nerlens Noel, Damian Jones et Isaiah Stewart. Il y a 2 pivots de Détroit. Donc voilà, peut-être qu'avoir 14 pivots, ça pose problème aussi au sein de Détroit. Après, ça dépend des tirs qu'ils prennent, tu vois, est-ce que c'est plus des drives ou juste des finitions en pick and roll? Isaiah Stewart, pour le coup, Ilias le répète assez souvent, c'est des 3 points dans le corner. Ouais. Non, mais voilà, saison assez décevante pour JRE dans sa saison sophomore, sophomore en plus. Au contraire de celui qu'on avait annoncé en duel contre lui, c'est Jalen Williams, qui a vraiment surpris cette année, et qui a vraiment gagné sa place au fil de la saison, et qui a eu la note de 15 pour moi. Ouais, moi j'ai mis 14, puisque j'ai envie de lui mettre la même note qu'Isaiah Joe et un peu moins que Guidi et J-Dub. Je trouve que, en tout cas, c'est le raisonnement que j'ai eu, où j'ai vraiment envie de privilégier les mecs qui ont été
très très importants, à savoir Guidi et J-Dub, avec les mecs un peu moins importants, Joe et Jalen, mais qui ont quand même surpris. Jalen, bon, on l'avait même pas noté à l'époque, puisqu'il n'avait pas joué en NBA, ou alors il avait dû jouer uniquement du garbage time, mais 14 minutes pour Jalen, parce que oui, il y a des limitations, oui, il drop absolument tout le temps, mais par contre, Jalen, tu n'en attendais rien. Et finalement, il t'a donné des minutes valuable au poste de titulaire, sachant que c'était pas un mec qui était prévu pour débuter plus de 30 matchs et pour jouer des matchs de post-season en tant que titulaire. Donc oui, il s'est fait marcher dessus défensivement parfois. Oui, il drop trop souvent. Oui, le tir à 3 points parfois était un peu aléatoire. Et encore, j'ai une stat pour vous montrer que... C'est pas si pire. Ah bah pour le coup, en termes de dépasser les attentes Ah à oui, 3 bah points, oui. Jalen, vous allez voir, surtout quand on sait d'où il vient du côté d'Arkansas. Donc voilà, je trouve que Jalen Williams, il a dépassé toutes les attentes et qu'il a... Lui, pour le coup, on parle souvent de la notion de dépassement de fonction. Lui, pour le coup, il a vraiment dépassé sa fonction. Avec ses imperfections, mais en tout cas, dans l'attitude, encore une fois, il n'a jamais été critiquable. Il a fait du mieux qu'il a pu à chaque fois. Donc voilà, je lui mets 14 parce qu'on avait absolument zéro attente. Moi, je l'attendais en concurrence avec JRE, mais même pas en disant les deux joueurs vont être forts, en disant lequel des deux va être le moins pire. Finalement, il a complètement bouffé JRE. Donc voilà, 14 sur 20, vraiment très très bien Jalen Williams. Et honnêtement, que ce soit, même en Summer League, on avait pas mal d'incertitudes, on se disait ah, c'est compliqué. Et finalement, bah, ça a été un titulaire NBA honorable dans une équipe de post-season. Pas déjà 40% à 3 points. Bon, Oui. déjà, après, quand on voyait le début de saison cataclysmique pour le coup, ses premiers matchs, là où il rentre, plus il a des grosses confrontations, enfin, c'est vraiment dur pour lui. Et puis petit à petit, il s'est mis au diapason de l'équipe, il a réussi à trouver son jeu, etc. Et on l'a pas dit pour J-Dub, mais moi je trouve que pour le coup, lui aussi fit particulièrement bien la politique de jeu d'OKC, comment on joue, comment on évolue. Il se place au large, il a confirmé ses qualités à la passe, notamment qui ont été importantes sur le play-in, parce qu'il a été plutôt bon sur short roll, etc. Il a ajouté à ça le tir, on l'a dit. Il y a les passages en force, bien entendu, qui compense un petit peu son manque de protection au cercle, qui est problématique, mais qui est un petit peu compensé par ça. Ce sera pas suffisant à terme, hein, mais au moins ça compensait ça. Et puis ouais, et en fait, il a joué au début ce rôle de rustine pour compenser les minutes en pivot, parce que t'avais pas beaucoup de blessés, t'avais pas grand monde de bons, etc. Et au final, ta rustine a été... Bah, vraiment bien tenu le choc, je trouve, tu vois, il a été bon, tu vois, il met un énorme tir contre les Pélicans, alors qu'il loupe tous les premiers tirs à 3 points, il te met un tir ultra clutch, il met un skyhook derrière, il te met un 3 points ultra important, non, il a été super utile sur plein de matchs cette saison. Concrètement, lui, pour l'instant en tout cas, il a gagné sa place dans le roster et dans la rotation, en fait, alors que c'était pas forcément acté en début de saison, mais là, pour l'instant, sauf s'il y a plein de mouvements dans l'effectif, je vois pas comment tu peux pas lui donner une minute l'année prochaine. Même avec Shed, même avec n'importe qui, c'est impossible. Dans l'état actuel de ton roster, oui, c'est ton backup pivot, mais après, il faut voir quand même l'état du roster au C'est niveau du ça, pivot. c'est Hein. pour ça que je dis ça, oui, mais sauf si tu recrutes, etc. Mais je trouverais ça dommage qu'on n'essaie pas de voir ce qu'il peut donner par la suite, parce que lui aussi est pas particulièrement vieux, c'est sa première année en NBA, si son tir continue de se développer, etc. Pourquoi pas? Après, bah ouais, t'as des limites qui seront toujours présentes, c'est les limites physiques, la protection de cercle, il pourra difficilement finir au cercle, il n'est pas archi aérien, etc. Mais globalement, s'il progresse sur le tir, qu'il continue de sanctionner sur 2-3 drives et qu'il arrive à servir les joueurs sur les cuts, etc., vraiment intéressant. Progresser aux écrans aussi, pour un peu cartonner les joueurs, ça peut être très bien pour lui. Mais voilà. Ouais, non, je suis d'accord. La petite stat que j'ai trouvée sur Jalen Williams, c'est parmi les rookies ayant joué plus de 500 minutes en NBA, il est deuxième en pourcentage à 3 points. C'est-à-dire qu'il y a Keegan Murray à 41,1, il y a Jalen à 40,7 et ensuite il y a Jaden Hardy à 40,4. Pour un gars qui était à 25% à 3 points en NCAA, sachant qu'il en tentait très peu du côté d'Arkansas, d'avoir un joueur qui... alors ok, il prenait ses tirs grand ouverts, mais d'avoir un joueur qui met quand même 41% de ses tirs à 3 points, c'est quand même très très honorable, sachant que 113, il a joué 40 matchs à peu près, ça fait 3 tirs à 3 points Non, par match, c'est pas non plus un, c'est pas... il voilà, en c'est pas un prend, tir à 3 points par surtout match. je pense qu'au début il en prenait pas énormément, et petit à petit il en prenait de plus en plus. Hein. Donc ouais, non. Voilà, 40,7% à 3 points, et il a rempli... allez, disons qu'il a pallié un peu au départ de Mike Muscala en conservant un peu ce rôle de pivot straight 5, même si c'était moins bien que Muscala.
petite transition, on n'a pas parlé des trophées qu'on délivre normalement sur la saison, là j'y pense parce que je pense que je mets Jeline en surprise de la saison, par rapport aux attentes que j'en avais, etc. C'est lui au jour. Ouais, je pense qu'MVP, on mettrait tous les deux chez, il n'y a pas trop de doute. En satisfaction, j'aurais mis un J-Dub, moi, ça correspondrait plus à mes notes. Peut-être toi un Josh Giddey. Ouais, Giddey. Voilà, c'est juste pour faire ce point-là, parce qu'après il restera que la déception, et je pense qu'on aura la même. Bon, elle arrive. Elle arrive bientôt. Mais avant ça, une autre quand même satisfaction pour moi, c'est Aaron Wiggins. Qui a inversé le théorème, on va l'expliquer cette année. Je lui ai mis 14 sur 20 à Aaron Wiggins. J'ai mis 13, sachant que la dernière fois tu avais mis 12, j'avais mis 11. Ouais, là, voilà, un petit plus 2 chacun pour Aaron Wiggins. On parle du théorème Aaron Wiggins parce que l'année dernière... Non, j'ai mis 12, pardon, excuse-moi, j'ai mis 12, et toi, j'ai confondu avec Henrich. J'ai mis 12 et toi tu avais mis 13,5, et moi j'avais mis 12. Donc j'ai pas énormément augmenté. Parce que le théorème Aaron Wiggins, l'année dernière, c'est quand il jouait beaucoup, bon, il statait, il était pas forcément mauvais, mais OKC perdait. Et là, on a quand même eu très longtemps l'inverse, où quand il startait... Quand il match, le Thunder perdait 20 fois. Ouais, c'est ça. Et là, on a eu l'inverse pendant très longtemps, quand même. Hein. À chaque fois qu'il jouait, il était bon, et on gagnait presque à chaque fois. Il y a eu cette stat, alors c'est quand il était dans un moment... 0 quand il est titulaire. Ouais, après, ça a perdu un moment, ça, mais voilà, il y avait vraiment un effet Aaron Wiggins. Globalement, sa saison est vraiment encourageante. D'abord, des progrès au tir. Il est à plus de 40% là. Tu vois qu'il les prend en rythme, qu'il n'hésite plus, il n'en prend pas énormément, mais il est efficace sur ses tirs. Toujours aussi fort, voire encore plus fort sur les cuts et sur les finitions près du cercle. Je trouve qu'il a un toucher assez exceptionnel par rapport à d'autres dont on a cité auparavant, notamment. Il arrive toujours à trouver un moyen de finir, notamment en sautant en l'air, en se rééquilibrant, etc. Très bon en transition et en contre-attaque pour finir soit balle en main, soit sur les passes. Et en fait, collectivement, il arrive super bien à s'inscrire de manière différente de tous ceux qu'on a pu citer avant, sur des cuts, en étant discret, mais il arrive super bien à s'inscrire dans le jeu offensif. Il apporte au rebond offensif aussi, ce qui peut être très précieux. Après, défensivement, j'ai encore du mal à le juger. Des fois, je le trouve vraiment bon, notamment un point of attack quand Dort n'est pas là, sur du 1 contre 1, etc. Et des fois, je le trouve un peu moins déterminant, un peu plus dans le dur, où tu vois qu'il n'est pas si grand que ça, il n'est pas si vif que ça. Mais globalement, c'est un début de two-way player, c'est un grand mot, hein, mais c'est un début de two-way player, parce qu'offensivement, il arrive à produire des choses, et défensivement, il peut tenir, collectivement, il est bon. Donc, saison satisfaisante pour lui, et en fait, je lui mets pas plus, parce qu'il a pas joué énormément, ce qui est assez frustrant d'ailleurs, des fois, et c'est une des seules choses que j'ai du mal à comprendre par rapport à Daigneault d'ailleurs, c'est pourquoi il ne joue aussi peu. Est-ce que c'est qu'il a peu de minutes dans les jambes? Est-ce que c'est qu'on lui fait pas encore entièrement confiance? Est-ce qu'on favorise l'attaque avec Joe? Ça, c'est une chose que j'explique pas forcément. Mais voilà, c'est un peu frustrant et c'est pour ça que je lui ai pas mis beaucoup plus. Pourquoi il joue aussi peu comparé à d'autres joueurs, effectivement. Oui. Non, je n'ai pas grand chose à dire. Je suis pas, voilà, Aaron Wiggins a fait très bonne saison, un peu en tant que joker. Hein, on va pas se mentir du Thunder sur pas mal de matchs, même s'il était un peu plus présent sur la fin, mais beaucoup utilisé en tant que joker et pas avec de la régularité à chaque performance. Aaron Wiggins, oui, je trouve encore une fois que c'est un joueur honnête en NBA, mais j'ai du mal à voir son futur parce que je pense que typiquement c'est un joueur, sans vouloir être méchant, mais c'est un joueur remplaçable en NBA en mieux. Tu peux avoir quelqu'un qui fait ce que fait Aaron Wiggins en mieux, mais en tout cas sur cette saison, il a été valuable, il a été présent dans des moments où le Thunder, en tout cas sur des séquences où le Thunder était un peu dans le dur. Il a mis dedans à 3 points, alors surtout au début, hein, parce qu'il y a quand même eu une période où il ne mettait plus rien. Effectivement, quand tu as Aaron Wiggins qui ne met plus un 3 points, c'est tout de suite un joueur beaucoup moins valuable. Défensivement, je trouve que c'était ok, mais c'était pas non plus exceptionnel. Non, voilà. Et puis, il faut quand même pas oublier qu'Aaron Wiggins, il a 24 ou 25 ans, si je dis pas de bêtises, donc joueur plus vieux. Joueurs avec moins de potentiel que d'autres joueurs de l'effectif qui sont peut-être un peu plus bruts actuellement mais qui potentiellement peuvent s'avérer être de meilleurs joueurs. Donc voilà, je lui mets 13 parce que c'était bien. Non, je lui mets 12 pardon parce que c'était bien. Mais tu vois, dans ce raisonnement de notation d'Aaron Wiggins et de notation Kenrich, même vis-à-vis des attentes, je préfère mettre Kenrich plus haut que Aaron Wiggins. Donc je leur mets un point d'écart pour les séparer. Après là, en tant que 10, 11, 12e joueur d'un roster, c'est pas si inintéressant. Tu sais, un joueur qui... Ouais, 10e. C'est un joueur qui peut jouer dans la saison, qui jouera peut-être pas en playoff, sauf si t'as des fautes ou des blessés, et qui s'y rentre sur le terrain, tu sais ce que tu vas avoir, et tu sais que tu seras pas forcément handicapé, tu vois, je trouve. Disons que si c'est le backup du backup, c'est bien. Oui, ce qui est
à peu près le cas maintenant d'ailleurs, hein, presque. Hein. Ouais, Enfin, après, t'as quasiment. des Mais postes un non, peu mais bizarres, mais. ouais, t'as des postes bizarres. Mais disons que si t'as un titulaire ou un backup qui se blesse, Hmm, si t'as Aaron Wiggins qui remplace ce joueur-là, c'est intéressant. hmm, je suis d'accord. Non, non, je suis d'accord. Est-ce que t'as une stat sur lui, au-delà des matchs gagnés quand il startait ou autre? Non, 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 la stat que j'avais, c'était le percentile de Aaron Wiggins au niveau des cuts, Bon, puisqu'on le connaît. Et ben finalement, il est que dans le 66e percentile en pourcentage ok. de réussite sur les cuts. C'est pas si élevé que ça finalement. Donc voilà, c'était une stat pour un peu dénoter, mais il était pas, on le voit souvent parce que ça se voit. Mais finalement, c'est pas le plus efficace. Mais il a des stats en percentile, notamment sur pick and roll, ball handler, où là pour le coup il est très élevé, mais c'est des échantillons très faibles. Comme quoi le high test ne correspond pas toujours aux stats derrière, au pourcentage, etc. Ouais. Ouais. Bon, passons à quelqu'un qui est un peu plus déçu. Oh Au là, moment compliqué de la saison, c'est Treman. C'est Treman. Bon, je vais aller direct, je lui ai mis 5. moi, j'ai mis 5 aussi. Bon, bah, comme Sachant ça. que sachant que la dernière fois, on avait mis, t'avais mis 6, j'avais mis 7. Ouais. Voilà. Et il a pas forcément été bien mieux depuis la dernière fois. Il a fait un triple-double. Ouais, sur le dernier match de la saison. Non, mais concrètement, en fait, ce qui est encore plus frustrant avec lui, c'est qu'il avait vraiment une carte à jouer cette saison. Parce que ça te manquait clairement d'un créateur, d'un scoreur en sortie de banc, voilà. Même avec Joe, même quand il y avait Joe d'ailleurs, hein, il avait clairement une carte à jouer. Et en fait, il a jamais saisi cette opportunité-là. Il est vite sorti de la rotation ensuite parce que, bah, déjà, quand tu mets pas les tirs, globalement, que t'es maladroit de loin pour un joueur comme Treman, qui en plus a bien bombardé cette année, s'est bien reposé sur son tir, alors qu'il était en progrès sur les drives, sur les finitions près du cercle, un petit peu même sur la création, bah on l'a vu, même le dernier match, tu te dis mais pourquoi tu fais pas ça plus souvent en fait. Et que tu te contentes de bombarder à 3 points, c'est compliqué. Bon, défensivement, investissement plutôt bon parfois, moyen des fois, mais t'es pas un joueur décisif défensif, ben globalement, tu n'es plus dans la rotation, parce que tu avais une équipe compétitive cette année, t'as pas montré de progrès, t'as pas montré d'efficacité, t'as pas apporté, bah tu sors de la rotation. Et ça, vu les attentes qu'on avait pour lui, et même globalement toute la fanbase, même globalement les autres joueurs qui disent ouais, il a énormément progressé cet été, etc. Quand tu vois ce qu'il a produit cette année, bah ouais, tu peux lui mettre que une mauvaise note, quoi. Bah, lui, pour le coup, ça se voyait dès la Summer League hein, qu'il y avait un problème. Hein. Ouais, c'était Euh, un mode ouais, c'est la Summer League, c'est pas grave. Ouais. Ouais, mais c'est parce que on était biaisé par le fait qu'à la précédente Summer League, il avait déjà fait des trucs pas bien, si je me rappelle bien, et que sur sa saison rookie, c'était ok. Mais finalement, sa saison rookie, c'était pas si ok que ça. Il y avait des matchs où il prenait feu, mais finalement, t'avais un Je me joueur qui souviens, tu m'avais était. dit que j'avais été dur avec lui, mais Non, il y avait un moment où tu disais il créait pas et je te disais c'était pas son rôle. T'étais frustré de son ouais. manque de création et moi je te disais c'est pas le rôle de Treman qui est plus un combo. Mais le problème c'est que là, il y a rien quoi. Disons qu'il a pris de la masse musculaire cet été, ça lui a flingué son tir. Et là je vais vous dire ma stat dès maintenant, c'est que au true shooting, parmi les joueurs, j'ai plus l'échantillon exact parce que j'ai rogné au mauvais endroit, mais parmi au true shooting, Treman est 12e en partant de la fin. Sachant qu'il y a des mecs, il y a Blake Wesley, il y a Ricky Rubio, il y a Cody Martin, il y a Killian Hayes, la France, il y a Justice Winslow, il y a Evan Fournier, toujours la France, il y a Dennis Fournier. Smith Jr., il y a Shuma Okeke, il y a Kate Cunningham et il y a Treman. Voilà, c'est tout. Il y a, Treman est. il y a Cade quand même, c'est ça qui me choque. Ah oui, après la saison de Kate Cunningham, il a très peu joué, Hmm. mais c'était quand même pas terrible. Mais voilà, donc Treman, c'était une catastrophe ambiante. Je trouve quand même que, voilà, lui pour le coup, son année 3 a été validée, donc tu peux pas retirer la team option, mais je suis même pas sûr que tu as envie de prendre sa 4e année s'il continue de jouer à ce niveau. Alors lui a dit que voilà, il se considérait un meilleur joueur en fin de saison qu'en début de saison. Bah, tu nous l'as pas prouvé. Je serais pas surpris de le revoir en Summer League Ouais. cet été, sachant que le Thunder, comme l'an dernier, va jouer la Summer League de Utah et de Vegas. Il y aura 2 Summer League, ce qui sera peut-être l'occasion d'avoir durable de Chettle espérons-le. Mais voilà, Treman. Et pourtant, le profil a tout d'un profil NBA, quoi. C'est littéralement, il a la tête de l'emploi du Hmm. combo guard, quoi. Mais pourtant, il met pas les tirs. Et ça, c'est inexplicable du côté de Treman. Même défensivement, je trouvais que l'an dernier, il était plus concerné que ce qu'il a pu montrer par le passé. Donc voilà, Treman, c'est vraiment très décevant. Et encore une fois, une question d'opportunité. Treman, on l'envisageait dans le rôle d'Isaiah Joe. Et finalement, c'est Isaiah Joe qui a pris sa place, quoi. Non, ouais.
Non, et puis à partir du moment où lui il met pas de tir, t'avais pas grand chose à côté pour confirmer ça, quoi. Et ouais, effectivement, même l'année prochaine, est-ce que tu le gardes, est-ce que tu le fais jouer? Je suis pas si sûr que ça, hein. Je pense qu'il peut. On va le faire jouer, non. Mais Mais bon, après, il y a un vide. ouais, il y a un vide, Il y a quoi. encore un vide en backup meneur, Il y quoi. a un vide. Mais je préfère avoir rien que Treman en backup meneur à ce rythme-là. Lui, il va devoir surveiller un peu ce qui se passe cet été au KC parce qu'il peut avoir chaud aux fesses, je pense, assez vite, tu vois. Bah, Ty Jerome a été tradé pour moins que ça l'été dernier. Oui, un petit peu. Exactement. Passons maintenant, t'as parlé un petit peu de français. Bon, passons au français de l'effectif. Ousmane Dieng. Bon, déjà assez dur à noter parce qu'il a pas énormément joué, il a été blessé, après il était en J-League, après il a été hors de la rotation, etc. Donc assez dur à noter. Je lui ai pas mis une bonne note, hein. Je lui ai mis 8. Parce que on a vu des 2-3 trucs, on a vu 2-3 flashballs en main, on a vu des fois des matchs au tir où ça cliquait, on a vu des choses, des flashs, voilà, intéressants. Mais c'est trop peu. C'est trop peu. Alors, il n'a pas su se créer les opportunités pour gagner du temps de jeu. Il a été blessé aussi quand ça allait mieux pour lui, donc pas de chance. Mais c'est trop peu pour. Même en te disant il n'est pas NBA ready, ça c'est acté, c'est un gamin, etc. Tu pouvais en attendre un peu plus quand même en termes de flash que ce qu'il a montré là. C'est ça qui est un peu plus inquiétant. Après, voilà, ça exclut pas qu'il va peut-être progresser dès l'année prochaine, qu'il va être bien meilleur que ça. Mais pour l'instant, c'est trop peu pour lui mettre la moyenne pour moi. J'ai mis 10. Ah, tu as mis la moyenne, Alors, bah tu vois. j'ai mis la moyenne, comme beaucoup. Franchement, j'ai pas été sévère sur la notation. Non, parce qu'on sait que c'est pas un joueur NBA, ou que c'est pas encore un joueur NBA, Ousmane Dieng, donc tu peux pas. Et puis encore une fois, le contexte. Ah, lui aussi, encore un joueur qui a loupé des opportunités, puisque à partir du moment où Poku et J.R.O. se blessent, lui il se pète la Ouais, main. alors que c'était Donc, son moment, concrètement là. ah bah c'était clairement, c'était le moment où il avait un boulevard pour avoir du temps de jeu. Et finalement, il a laissé passer le train. Et ça, pour le coup, quand on fera le podcast joueurs qui s'inscriront dans le futur, ça peut être encore plus préjudiciable à Ousmane Dieng qu'à JRE ou à Poku. Voilà, je suis pas. De toute façon, on a très peu vu. Donc, j'ai pas envie de le désosser parce que on n'a rien vu d'absolument scandaleux Non. vis-à-vis d'Ousmane Dieng, mais on n'a rien vu d'absolument flamboyant. En fait, Voilà, tu vois pourquoi potentiellement il a été drafté, mais en très peu de quantité, et tu vois pourquoi potentiellement ça va pas marcher. T'as un peu vu les deux, c'est mais ça, c'est encore de la théorie. ouais, c'est ça. Et en très C'est peu de encore de la quantité, bien, c'est ce qu'on a dit quoi. Donc voilà, c'était moyen. Donc j'ai pas. Allez, je vais lui mettre 9. Alors, on va enlever, parce que la moyenne. Je vais lui mettre 9 parce que c'était pas terrible. Au moins, Poku a montré des choses. Tu vois, Poku a montré des vraies belles choses. Ousmane Dieng, je lui mets 9 parce que voilà, lui pour le coup, Summer League obligatoire cet Ah été. oui. Je veux rien savoir, tu vas me faire de la Summer League. Euh, voilà, je suis même pas sûr qu'il aura du temps de jeu l'été prochain. Je comprends toujours pas le choix rétrospectivement un an après. Je le comprends encore moins quand tu vois enfin, le choix est encore plus discutable parce que le Thunder a accéléré son processus de reconstruction, ou en tout cas s'est retrouvé meilleur plus tôt que prévu, donc ça limite encore plus les possibilités pour Ousmane Dieng. Mais voilà, j'ai pas envie de lui taper outre mesure dessus. Ouais, je pense par rapport à ces choix-là, t'as fait le choix un peu de la logique avec G-Dub et t'as fait le choix un peu du pari et du cœur. T'avais envie un peu d'avoir le role player et un peu celui sur qui peut-être un jour ça cliquera. Bon, à voir, hein, c'est encore trop tôt pour en parler, etc. Mais bon, ça n'a pas été positif pour l'instant cette saison pour lui. Mais voilà, effectivement, on attend de voir la suite. Et Summer League, bien sûr, obligatoire. Et c'est pas exclu d'ailleurs qu'il state pas un peu en Summer League, hein. C'est clairement un profil qui pourrait. Ça dépend qui joue, hein. Non, c'est pas Kenneth Lofton. Non, mais. Non, mais faut des mecs qui jouent du bully ball ou des C'est mecs vrai. hyper athlétiques. Mais là, pour le coup, bon. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il nous reste plus beaucoup de joueurs. Il nous en reste plus que deux. Dario Saric d'abord, bon, qui a joué que la fin de saison avec OKC, mais qui a eu du temps de jeu pour le coup sur cette fin de saison. Je lui ai mis 12 mois. Ouais, bah, moi, pour le coup, là, je vais faire la note de tête vu que j'avais pas noté. Je vais lui mettre 9. Parce que je l'ai trouvé vraiment pas terrible. Offensivement, il a eu une bonne période, le moment où le Thunder est en 8-2 sur les 10 derniers matchs, mais j'ai trouvé que défensivement, il était trop pénalisant pour l'équipe. Alors, dans l'investissement, tu peux pas trop le critiquer, mais je trouve que dans les lectures et dans la prise de décision en défense, bah, c'était ce que j'avais dit au moment du trade, il fait beaucoup de mauvais choix. En attaque, j'ai trouvé qu'il n'avait pas suppléé le départ de Mike Muscala, notamment à 3 points, puisque je n'ai pas son pourcentage sous les yeux à 3 points avec le Thunder, mais ça doit être honnête, ça doit être 37-38%. Il n'avait pas la menace que pouvait représenter Mike Muscala. Donc voilà, je lui mets 9 ou 10.
parce que c'était quand même pas terrible et que j'en attendais pas grand-chose et que même au niveau des attentes, finalement, je me dis que si Kenrich Williams avait été présent, on aurait très peu vu Dario Saric, sachant qu'on l'a déjà pas énormément vu. Et deuxièmement, Jalen, je trouvais plus intéressant ce qu'a apporté Jalen Williams, alors que pourtant, tu as un joueur qui a plus de 10 ans d'expérience. Non, Dario Saric, il arrive en 2017, donc tu as un joueur qui a plus de 6 ans d'expérience en NBA. D'ailleurs, je crois que la commu est assez de ton avis parce que personne ne voulait qu'il re-signe. Ou je crois on avait tweeté ça. Non, mais moi, tu le mets en 15e homme, Ouais, ça me pose pas de problème, hein. ouais. Mais tu me le mets pas sur le terrain, par contre. Moi, je suis un peu moins dur que toi en fait, globalement, parce que je trouve qu'offensivement, bon, quand il a joué, il a été bon. Bah, que ça soit au tir, bon, il y avait moins de tirs que Muscala, ou qui est un expert d'ailleurs, qui a plus trop mis dedans à Boston et qui a plus trop joué. Euh, mais, euh, Ça. Il sera peut-être champion mais oui, NBA. ouais. Donc, Mais tu vois, je l'ai trouvé plutôt bon et plus polyvalent justement qu'un Muscala. Par rapport à un Baisley aussi, voilà, tu vois, plus inscrit dans le collectif, parce que Muscala, mine de rien, collectivement, offensivement, il produisait rien, il faisait un pick and pop et c'est tout ce qu'il faisait. Sarri, j'ai trouvé un il peu était plus parfait. intéressant. Tu vois, il pouvait driver, il pouvait un peu passer, etc. Et défensivement, je te trouve dur. Alors, il était très limité physiquement. Pour le coup, tu vois que lui, les genoux ont pris et qu'il peut plus sauter bien haut. Mais après, dans l'intelligence et tout, je te trouve un peu dur. Je suis pas forcément complètement d'accord avec toi. Et alors, on était moins bon avec lui sur le terrain défensivement qu'avec Jelly ou d'autres, mais je trouvais pas le gouffre si immense que ça. Sachant qu'en plus, il jouait pas forcément avec les bons défenseurs à côté de lui, hein. Donc, tu vois, c'est aussi ça à mettre en commun. Après, voilà, c'est une tout petite. Il a fait ce qu'il avait à faire globalement, hein. C'est pour ça que je lui mets 12, hein. Pas énormément surpris, pas énormément satisfait, mais pas déçu. Je peux pas dire que j'ai été déçu de lui non plus. Donc, ouais, je sais pas. Et comme toi, après, si tu le mets en bout de roster, en bout de banc, c'est très bien, hein. C'est très bien au Si c'est minimum, hein. si c'est ton vétéran, Ouais. voilà, c'est très bien. On nous dit dans le chat Muscala 39.4 et Saric 39.1 Ah, à mais 3 points. Muscala avait loupé son début de saison à 3 points, je me rappelle très bien, avant de repartir dans des standards dignes de Mike Muscala parce que voilà, il y avait des soucis perso avec le décès de sa ouais, mère. puis il en Donc, prend un de plus et puis, par match, quoi, aussi. oui, et puis c'était pas la même gravité Hmm, qu'avait Mike je suis Muscala et d'accord. Darius Saric. Les défenseurs ne défendaient pas chez Gilgeous Alexander de la même manière quand t'avais Mike Muscala et quand t'avais Darius Saric, sachant qu'il défendait déjà pas des masses Mike Muscala. Mais voilà, je trouvais qu'il était beaucoup plus intéressant, que Mike Muscala était beaucoup plus intéressant que Darius Saric. Par contre, la relation entre Guidi et Dario Saric en pick and roll sur certaines séquences, je l'avais trouvé Hmm, intéressante. ouais, je suis Mais d'accord. c'est bien le seul truc où je me dis c'était ok. Et 2016, oui. 2017, c'est la fin de son année rookie. Il est drafté en 2014, effectivement. T'as une stat sur Saric ou on passe au dernier joueur? Non, j'ai rien sur ça. Bon, il a peu joué en même temps. Dernier joueur, c'est Lindy Waters, qui a eu son contrat cette année, quand même, chose à mentionner, qui a obtenu un contrat régulier en NBA. Je lui ai mis 12 lui aussi. Un peu les mêmes critères que Saric. J'ai pas été déçu, j'ai pas été excessivement surpris. Je l'ai trouvé un peu plus compétent défensivement, sachant que lui, pour le coup, il a un peu moins la problématique physique d'un Isaiah Joe par exemple, bien qu'il soit pas archi mobile. Je l'ai trouvé un peu plus compétent défensivement. Après, lui, ça sera uniquement dépendant. Son avenir à lui sera uniquement dépendant de son efficacité au tir, hein. Est-ce que tu es capable, en jouant très peu de temps, à bombarder de loin? Ce qu'il fait, hein, il bombarde, il met plus ou moins dedans. Moins dedans sur la fin de saison. Moins que plus. Voilà. Mais ça lui a quand même valu d'avoir des minutes en play-in, pas significantes, mais voilà, il a eu des minutes. Significante. Oui, significantes. Je me mets dans la tête quand je dis voilà. Significative. Significative, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, c'était pas fou, mais il a le mérite d'avoir gagné sa place. Et encore une fois, lui aussi, en bout de bande, un roster, bon, ok, tu vois, je sais pas. Ah Lui, non, il est moi je vieux suis. aussi d'ailleurs, hein. Enfin, vieux. Oui, il a Vieux, 25 tout est ans. relatif, mais. Et il est vu à l'échelle du Thunder. J'étais en train de vérifier justement l'âge d'Aaron Wiggins pour vérifier que j'ai pas dit de bêtises. Aaron Wiggins a effectivement 24 ans. Je suis plus dur que toi sur Lindy Waters, j'ai mis 9. Ah oui. Parce que vraiment, en fait, Lindy Waters, et au niveau des attentes, je me rappelle très bien, en fin de saison dernière, j'avais dit Lindy Waters, avec le trou béant qu'il y a au niveau du tir à 3 points, tu dois lui donner des minutes l'année prochaine. Je me rappelle très bien. C'est le match face aux Suns où Poku fait un triple-double et je crois que Waters met dedans. Mais, euh, mais en fait, Lindy Waters, normalement, tu l'apportes pour du tir. Le gars est à 35% à 3 points, c'est la moyenne en NBA.
Donc c'est pas possible en fait d'avoir un joueur que tu apportes uniquement pour ton tir. Et même pour tout vous dire, Lindy Waters, c'est vraiment le joueur dont je n'ai pas compris l'utilisation par Mark Daigneault, ou en tout cas d'avoir autant l'utilisation de Lindy Waters, parce que défensivement, oui, ok, il a plus de coffre, plus de taille, il est plus grand que Isaiah Joe, mais c'est pas un défenseur. Non, c'est pas. Voilà, c'est pas un défenseur spécialement intéressant. Et en attaque, bon, la sélection de tir, là pour le coup, elle est quand même pas terrible. Et en plus de ça, il met pas dedans sur ses tirs à 3 points lorsqu'il est grand ouvert. Donc pour moi, quand tu as un shooter qui met pas ses tirs à 3 points, c'est en dessous de la moyenne. Et surtout que j'en attendais pas non plus des milliers et des cents, mais je me disais que Waters avait potentiellement sa place dans ce roster, surtout que c'est un joueur plus vieux, etc., etc. Et finalement, quand tu shootes dans la moyenne NBA alors que tu es censé être un shooter, moi ça baisse la note. Surtout que défensivement, il n'y avait rien d'extraordinaire. Bah déjà, c'était un profil en vrai qui était intriguant parce que c'était le seul qu'on avait comme ça. Et puis t'as Joe qui est arrivé. Et Joe, il a quand même fait une bien meilleure saison que lui, notamment au tir, où bah voilà, clairement, Waters a perdu son duel face à lui, en termes de pourcentage au tir, etc. Hein. Parce que globalement, les tirs prend Joe, Waters prend pas les mêmes, mais c'est le même style, quoi. C'est des tirs pur shooter, des tirs above the break, des tirs après un écran, voilà, c'est vraiment le même style. Mais pour le coup, Joe s'est montré bien plus compétent là-dedans, en étant plus jeune un petit peu. Et après, défensivement, ben, t'as un Joe qui se donne un chouïa plus, mais t'as un Waters un chouïa plus physique, etc. Donc la différence n'est pas assez flagrante pour qu'il gagne des minutes. Après, ouais, je suis pas sûr qu'on l'utilise beaucoup encore l'année prochaine, etc. Ou après, comme d'habitude, parce qu'on teste tout le monde à OKC, mais ouais, ça sera du fin de banc, quoi. Même pas sûr qu'il soit là. Oui, d'ailleurs. Ça, après, c'est se projeter, ça, mais même là, sur la saison, franchement, il y a des situations où c'était le 7e ou le 8e homme du Thunder. Bon, ok, le banc était vide après les blessures et le départ de tout le monde post-All-Star Break, mais c'était quand même, enfin, post-trade deadline, mais c'était quand même trop de responsabilités. Je pense que toi, moi et la commu tout entière, on aurait préféré que les minutes de Waters soient complètement données ou que dans la quasi-totalité données à Aaron Wiggins, par exemple. On a fait le tour du roster et on nous demande si on a une note pour Mark Daigneault, mais je pense qu'on va garder ça pour un prochain épisode. On le note pas. On le note pas, mais on va faire un épisode spécial sur lui. Donc pour le coup, il y aura. Note deuxième du Coach of the Year sur 20. Ouais, voilà, globalement, même avec certaines limites, certaines choses qu'on peut débattre, globalement, le taf est très conséquent. Oh bah, le taf est énorme. Ouais. Donc ça serait assez haut la note. Mais on aura un podcast spécial Mark Daigneault qui arrivera pendant l'été. Et ben voilà, on a fait le tour du roster. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir participé et d'avoir aussi donné vos notes dans le chat. Merci Constant, merci à tous ceux qui écouteront l'épisode en replay. Abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube aussi, sur le Twitter et le Instagram également pour suivre toutes les actualités. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Bon, pas forcément pour des actualités, mais pour continuer de débriefer cette saison, pour parler de l'intersaison aussi rapidement. Puis il y a la loterie qui arrive bientôt. Peut-être qu'on fera un live loterie quand même. Un dernier kiff, un dernier quand même. Ah, peut-être le dernier peut-être. Avant c'est pour ça. Enfin, quoique, parce qu'avec le pic des Clippers et le pic des Rockets, ouais. rien n'est moins sûr. Parce qu'on avait fait un live loterie pas légendaire, un live loterie. Mais légendaire de Karma. Mais ouais, légendaire de Karma, un live loterie légendaire de réussite. Donc là, on va faire un plus tranquille, en mode voilà, on va. Celui-là, il va être calme puisqu'on va drafter en 12. Oui. Et puis ensuite, on va péter un câble quand on va voir Houston en 2 et Portland en 1. Ici, live draft, c'est un autre délire. Ça sera là. Non. Alors là, les gars, bien sûr que si. Vous n'allez pas louper moi qui essaye de trouver quel est le pic pendant 4 heures avec Pierre qui connaît les pics. Ouais, puis on n'est jamais à l'abri d'un trade ou d'un dinguerie de Sam Presti. Live loterie, on parle. Live draft, on sera là. Et puis voilà, à bientôt tout le monde. Passez une bonne semaine et salut. Salut.